Comment allez-vous, mes chers amis? Je vous souhaite la bienvenue dans notre petit coin, un lieu pour des conversations sincères, un espace où nous pouvons partager nos expériences les plus intimes. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la ligne est fine entre l'enfant obéissant et la stupidité aveugle, entre la patience inconditionnelle et la perte totale de notre propre estime de soi? Je croyais autrefois que si l'on vivait avec un cœur grand ouvert, en donnant sans rien attendre en retour, on recevait automatiquement le respect. Mais je me trompais. Anne Lefebvre s'était trompée, et cette prise de conscience m'a frappée le jour de l'anniversaire de mon propre mari. Lors d'une fête pour laquelle j'avais dépensé des dizaines de milliers d'euros, ma belle-mère m'a forcé à boire une étrange boisson en présence de tous les invités. J'ai accepté docilement, mais à un moment d'inattention, j'ai secrètement échangé mon verre avec le sien, et en moins de 5 minutes, elle a elle-même fait tomber le masque, ce qui a conduit à une humiliation et une honte sans précédent pour toute la famille. C'est la raison pour laquelle mon beau-père l'a mise à la porte de la maison ce soir-là. C'était un samedi soir. Paris, comme à son habitude, était affairé avec sa vie nocturne chaotique, mais dans notre luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine, un quartier exclusif, régnait une atmosphère de fête particulière. C'était aujourd'hui le 35e anniversaire de mon mari, Daniel. Je préparais cet événement depuis un mois. De l'établissement de la liste des invités et du choix du menu avec un traiteur étoilé au guide Michelin, à l'engagement d'un groupe de jazz et à l'organisation des moindres détails de la décoration, tout reposait sur mes épaules. Je voulais que cette journée soit spéciale, que mon mari soit fier de moi devant ses amis et ses partenaires commerciaux. Je n'ai lésiné sur rien. Après tout, ma propre entreprise était florissante, et je croyais que l'argent pouvait toujours se regagner. Le bonheur et la réputation de mon mari étaient bien plus importants pour moi. Je portais une robe de soie vert émeraude, un maquillage léger, et je me tenais aux côtés de Daniel pour accueillir les invités. Il était incroyablement beau ce soir-là, dans ce costume coûteux et sur mesure que je venais de lui offrir. Il m'a passé le bras autour de la taille et m'a chuchoté. « Merci, ma chérie. Une femme comme toi, c'est une chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. » Mon cœur a fondu. Au cours de nos 7 années de mariage, il y avait eu des moments épuisants et des disputes inutiles, mais un mot gentil de sa part suffisait à faire disparaître tout mon ressentiment. Je pensais que tous mes sacrifices, ma patience infinie face aux exigences parfois déraisonnables de ma belle-mère, n'avaient pas été vains. Les invités se sont rassemblés. Une agréable musique de fond jouait. Des rires joyeux et des conversations animées résonnaient dans le vaste jardin. Mon beau-père, Étienne, un homme qui avait travaillé toute sa vie comme fonctionnaire et était maintenant à la retraite, calme et taciturne, discutait joyeusement avec de vieux amis. Mais ma belle-mère, Élisabeth, était tout autre. Vêtue d'une robe de velours bordeaux, assortie à la parure de diamants que je lui avais offerte l'année dernière, elle se promenait, serrait des mains, saluait tout le monde et se vantait auprès de chacun du succès de son fils bien-aimé. Elle avait toujours été comme ça, toujours à vouloir être le centre de l'attention. Elle voulait que tout le monde admire sa famille. J'y étais habituée depuis longtemps. La fête battait son plein quand Élisabeth s'est approchée de Daniel et de moi. Elle tenait un plateau d'argent sur lequel se trouvaient 2 verres remplis d'un liquide doré, dégageant un léger parfum d'herbe. Elle m'a souri de ce que j'appelais son sourire jusqu'aux oreilles, mais qui n'atteint pas les yeux, et m'a tendu un verre. « Anne, viens par ici. » J'ai obéi et me suis approchée. Elle parlait fort, clairement dans l'intention que tout le monde à proximité l'entende. « Ma chère belle-fille, j'ai remarqué que tu travailles trop ces derniers temps. Tu as l'air pâle. J'ai préparé ceci spécialement pour toi. Une boisson à base d'herbes spéciales, uniquement les meilleurs ingrédients. Voilà pour reprendre des forces. Et en plus, il est grand temps que vous nous donniez enfin un petit-fils. » Les invités aux tables voisines ont hoché la tête en signe d'approbation et ont commencé à plaisanter. « Ouah, quelle belle-mère attentionnée! Anne a vraiment de la chance. Sa belle-mère prend soin d'elle comme une vraie mère. » Mon visage est devenu rouge de honte. Le sujet des enfants était une question extrêmement personnelle et douloureuse pour nous. Nous essayons depuis des années, sans succès jusqu'à présent. Je n'aurais jamais cru que ma belle-mère aborderait cela publiquement. Mais je ne pouvais pas refuser. Cela aurait été une insulte publique. J'ai souri et tendu la main pour prendre le verre. « Oui, merci beaucoup, belle maman. » Mais Élisabeth n'était pas pressée de me le donner. Elle tenait le verre et me fixait d'un regard perçant. Sa voix est restée douce, mais il y avait une étrange contrainte dans son regard. « Bois, ma petite, bois-le maintenant, devant moi et devant tout le monde. Fais-moi cette faveur. Ça vient droit du cœur. » Mon cœur a manqué un battement. Quelque chose n'allait pas. Son comportement était trop étrange.
Pourquoi devais-je le boire immédiatement? Ça ne pouvait pas attendre. J'ai regardé Daniel, cherchant son soutien, mais il s'est contenté de sourire et de me prendre par les épaules. Allez, ma chérie, ça vient du cœur de maman. Bois juste une gorgée. Fais-lui plaisir. C'est une bonne boisson aux herbes. Les mots de mon mari ont eu l'effet d'un seau d'eau glacée. N'avait-il rien remarqué d'étrange? Ou était-il peu? Être complice du complot? À cet instant, l'avertissement de Charlotte a résonné dans ma tête. Charlotte était la sœur de Daniel, la seule de sa famille à être gentille avec moi. Ce matin-là, alors que j'étais au travail, Charlotte m'avait soudainement appelé. « Anne, ce soir à la fête, fais attention à maman. Si elle te propose à manger ou à boire, refuse absolument. » J'ai surpris une conversation entre elle et Catherine. On dirait qu'elle prévoit de mettre quelque chose dans ta nourriture ou ta boisson. Catherine, les regards qu'elle jetait à mon mari avaient toujours été aguicheurs et significatifs. J'avais déjà eu de vagues soupçons sur les plans de ma belle-mère, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait recours à des méthodes aussi viles. À l'époque, j'avais encore des doutes. Je pensais que Charlotte avait être malentendu quelque chose. Mais maintenant, en regardant ce verre et la pression insistante de ma belle-mère, j'ai compris que Charlotte ne s'était pas trompée. Des sueurs froides m'ont parcouru. Qu'avait-elle prévu? M'empoisonner? Non, c'était aller trop loin. C'était probablement une substance qui me ferait perdre le contrôle. Quelque chose qui me ferait me comporter de manière inconvenante, pour qu'elles aient une raison de me noircir, de m'humilier et de forcer Daniel à divorcer. Une goutte de sueur froide a coulé le long de mon cou. Que devais-je faire? Je ne pouvais pas jeter la boisson. Ce serait une déclaration de guerre ouverte. Je n'avais aucune preuve. Tout le monde penserait que j'étais une belle fille mal élevée et ingrate. Prendre le verre et le vider en secret était également impossible. Elle me fixait et ne me quittait pas des yeux une seule seconde. Tous les regards étaient tournés vers moi, tout le monde attendait. Une pression invisible pesait sur mes épaules. J'avais du mal à respirer. J'ai regardé ma belle-mère. Le sourire sur son visage devenait de plus en plus forcé. Une trace d'impatience se lisait dans son regard. J'ai regardé mon mari. Il bavardait toujours joyeusement avec ses amis, totalement ignorant de ma situation difficile. En un instant, j'ai ressenti une solitude infinie. Et puis, soudain, une idée a traversé mon esprit. Une idée audacieuse, folle. Si vous voulez un spectacle, alors je vais jouer le jeu. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai arboré mon plus beau sourire. Oh, belle maman, si vous insistez autant, comment pourrais-je refuser? Je vais le boire. J'ai tendu les deux mains, et j'ai pris le verre des mains d'Élisabeth. Elle a poussé un soupir de soulagement audible. Le sourire sur ses lèvres est devenu sincère. J'ai lentement porté le verre à mes lèvres, mais juste au moment où il allait les toucher, ma main a tremblé et j'ai failli renverser la boisson. Oh, pardon, j'ai fait tomber ma boucle d'oreille. Je me suis penchée précipitamment, faisant semblant de chercher la boucle d'oreille sous la table. Bien sûr, il n'y avait pas de boucle d'oreille. Mon mouvement soudain a attiré l'attention de tout le monde. Élisabeth s'est également penchée pour regarder. « Laisse, ma petite, ce n'est qu'une boucle d'oreille. Tu la retrouveras plus tard. » Et c'est précisément à cet instant, dans cette fraction de seconde où personne ne regardait, que j'ai, à la vitesse de l'éclair, reposé mon verre sur le plateau qu'Élisabeth tenait encore partiellement à côté de l'autre verre, et j'ai pris son verre. Les deux verres remplis de liquide étaient identiques. Personne ne remarquerait l'échange. Je me suis relevée, tenant maintenant l'autre verre dans ma main, et j'ai souri timidement. Ça y est, je l'ai. Désolée pour le dérangement. Puis je me suis tournée vers Élisabeth, et j'ai levé mon verre. Belle maman, je ne me sens pas bien de boire seule. Trinquons ensemble. À la santé de Daniel, pour célébrer son anniversaire. Considérez que c'est moi qui vous invite à boire un verre maintenant. Ma proposition était si logique et appropriée qu'il était impossible de la refuser. Ma belle-mère a hésité un instant. Une trace de confusion a traversé son regard. Mais devant tant de gens, elle ne pouvait pas refuser. Elle a été forcée de prendre le verre restant, celui qu'elle avait préparé pour moi. « D'accord, buvons ensemble, » dit-elle, bien que son sourire semblât taillé dans du bois. « Santé !» ont crié les invités, en riant et en applaudissant. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux, j'ai levé mon verre et je l'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Quand Élisabeth a vu cela, elle n'a eu d'autre choix que de fermer les yeux et de vider son propre verre d'un trait. Le goût sucré des herbes a rempli ma bouche, mais mon cœur était amer. J'ai posé le verre vide sur la table. Mon cœur battait la chamade. C'était un jeu de hasard mortel. Le spectacle ne faisait que commencer. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans ce verre.
Mais je savais que dans quelques minutes, un véritable ouragan allait se déchaîner. La tension d'attendre l'explosion d'une bombe dont on a soi-même allumé la mèche est vraiment indescriptible. Mon cœur battait encore sauvagement dans ma poitrine, mais extérieurement, j'essayais de rester complètement calme. En fait, je faisais semblant d'être très joyeuse. Je suis retournée à la table, je me suis assise à côté de mon mari et j'ai ri aux blagues de ses amis. « Eh bien, Anne, après le remède miracle de ta belle-mère, nous attendons bientôt de bonnes nouvelles. Allez, l'année prochaine, on viendra pour le baptême. » Je me suis contentée de sourire, et personne n'a remarqué à quel point ce sourire était forcé. Du coin de l'œil, je surveillais constamment ma belle-mère. Élisabeth, après avoir relevé le défi du verre, se comportait de manière anormale. Elle s'est assise sur une chaise et s'est éventée sans arrêt, bien que l'air du soir soit plutôt frais. De temps en temps, elle me jetait un regard interrogateur, plein d'attente. Elle attendait probablement que je commence à me comporter étrangement, que je perde le contrôle, que je dise des bêtises, pour avoir une raison d'intervenir. Mais non, j'étais assise là, parfaitement calme et lucide. Mon sang-froid semblait l'irriter de plus en plus. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai pu agir avec autant de sang-froid et de détermination, vous devez savoir quelque chose sur mes 7 années de mariage. Ce fut un long chemin, rempli de sacrifices et de patience, au cours duquel j'ai failli me perdre. Il y a 7 ans, moi, Anne Lefebvre, j'étais une jeune femme fraîchement diplômée, avec mention d'une grande école de commerce. Pleine d'ambition, j'ai mis de côté une brillante carrière pour épouser Daniel. À l'époque, il était un simple employé de bureau, issu d'une famille peu fortunée, mais je l'aimais. Je l'aimais pour sa gentillesse, sa simplicité et son sourire chaleureux. Le jour de notre mariage, je me suis juré de fonder une famille heureuse, d'être une bonne épouse et une belle fille obéissante, et j'ai tenu ma promesse. Juste après notre mariage, l'entreprise de mes parents a connu des difficultés et était au bord de la faillite. Sans hésiter, j'ai investi toutes mes économies et j'ai même emprunté à des amis pour sauver l'entreprise. Je me suis plongée dans le travail jour et nuit. Je négociais avec les partenaires, cherchais de nouveaux marchés, restructurais les dettes. Pendant ces 2 années épuisantes, Daniel n'a guère pu m'aider. Il n'avait ni le sens des affaires, ni de contacts utiles. Il ne m'encourageait qu'avec des mots vides. Toute la charge financière, toute la pression reposait sur mes épaules. Et finalement, j'ai obtenu ma récompense. Mon entreprise non seulement n'a pas fait faillite, mais a connu une croissance incroyable. D'un petit atelier, elle est devenue une marque de mode renommée. J'en suis devenue la PDG. Mon revenu mensuel s'élevait à des dizaines de milliers d'euros. À partir de ce moment, nos vies ont changé. J'ai acheté une luxueuse villa à Neuilly-sur-Seine. J'ai acheté une voiture de luxe à mon mari pour qu'il ne se sente pas inférieur à ses amis et collègues. J'ai également invité les parents de mon mari à venir vivre avec nous. Je pensais qu'une grande et heureuse famille serait chaleureuse et accueillante. Mais ce fut le début d'années de souffrance silencieuse. Élisabeth, ma belle-mère, quand elle est entrée dans la maison, construite avec mon sang, ma sueur et mes larmes, elle n'a pas dit un mot de gratitude ou de reconnaissance. Au lieu de cela, elle a immédiatement commencé à imposer ses propres règles. Elle a dit que j'étais une femme, et même si j'étais PDG, à la maison, je devais être responsable du ménage. Ainsi, même si je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, je devais me lever à 5 heures tous les matins pour aller au marché et préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Le déjeuner devait toujours comporter 3 plats, y compris un bon morceau de viande et une soupe fraîche, et tout devait être adapté au goût de chacun. Mon beau-père voulait un bœuf bourguignon traditionnel. Ma belle-mère ne mangeait que des légumes bio-cuits à la vapeur. Mon mari aimait le confit de canard, et sa sœur voulait quelque chose d'européen, comme des pâtes aux truffes. Je me sentais comme un chef dans un restaurant, courant dans la cuisine pour satisfaire tout le monde. Mais cela semblait impossible. La soupe est trop salée aujourd'hui. Pourquoi cette viande est-elle si dure? Anne, sais-tu seulement cuisiner? C'est fatigant d'être avec une telle incapable. J'entendais ses reproches à chaque repas, comme des couteaux invisibles qui blessaient ma dignité. Dans ces moments-là, je regardais Daniel, espérant qu'il me défendrait, mais il se contentait de baisser la tête sur son assiette et de faire comme s'il n'entendait rien. Après le repas, c'était moi qui débarrassais la table et faisais une montagne de vaisselle. La sœur de mon mari, après le repas, allait dans sa chambre pour regarder un film ou pianoter sur son téléphone. Ma belle-mère s'asseyait devant la télévision et criait de temps en temps vers la cuisine. « Hé, rince ça correctement, c'est encore gras. »
J'ai supporté. J'ai été patiente. Je me disais que j'étais la femme du fils aîné, que j'avais des responsabilités. Je me consolais en me disant que toutes les belles-mères sont comme ça, et que mon mari au moins était gentil. Il ne voulait juste pas blesser les sentiments de sa mère. C'est ainsi que je me suis menti pendant des années. Non seulement le ménage, mais toutes les dépenses financières étaient également à ma charge. Factures de services publics, eau, frais de scolarité de la sœur de mon mari, achat de vêtements et de cosmétiques pour ma belle-mère. Tout était payé sur mon compte. Élisabeth trouvait cela tout à fait naturel. Pire encore, elle demandait souvent des choses complètement déraisonnables. Le sac de notre voisine, Madame Martin, est si beau, on dit que c'est une pièce de marque. Ma peau est si sèche ces derniers temps, achète-moi cet ensemble de cosmétiques importés dont ils font la publicité à la télé. Encore et encore, j'ai exaucé ses souhaits en silence, espérant créer la paix dans la maison. Mais mon silence et ma tolérance n'ont fait que les rendre encore plus effrontés. Ils voyaient en moi un portefeuille inépuisable et une servante gratuite. Ils menaient une vie de luxe à mes frais, mais ne m'ont jamais traité comme un véritable membre de la famille. Je me souviens d'une fois où mon entreprise a signé un gros contrat et j'ai reçu une énorme prime. Je suis rentrée joyeusement à la maison, fière de partager la nouvelle avec mon mari, et j'ai prévu d'emmener toute la famille pour des vacances de luxe. Mais quand j'ai proposé cela, ma belle-mère m'a immédiatement arrêtée. Quelles vacances? C'est du gaspillage d'argent. Charlotte, ta sœur, va bientôt se marier. La famille du fiancé exige que nous participions à l'achat d'une voiture de luxe et à un apport pour un appartement. Sinon, il n'y aura pas de mariage. C'est à toi de résoudre ce problème. J'étais abasourdie. Acheter une voiture et un appartement pour ma belle-sœur n'était pas ma responsabilité. Mais alors que j'étais là, stupéfaite, Daniel a pris la défense de sa mère. Ne sois pas si difficile, Anne. Nous n'avons qu'une seule sœur. Si nous pouvons aider, nous devons le faire. Considérons cela comme notre cadeau de mariage. Finalement, j'ai dû serrer les dents et débourser des centaines de milliers d'euros pour la voiture et le ménage de ma belle-sœur, juste pour préserver l'honneur de sa famille. Le jour du mariage, en regardant la voiture étincelante décorée de fleurs. Mon cœur était amer. C'était mon argent, ma sueur et mes larmes. Mais aux yeux des personnes présentes, c'était la réussite et la richesse de la famille de mon mari. Personne n'a mentionné mon nom. Personne ne m'a remercié. J'étais une ombre dans l'histoire de ma propre vie. Pendant 7 ans, je me suis habituée à être une ombre. Je me suis habituée au sacrifice silencieux. Mais la patience humaine a ses limites. Et cette limite a été largement dépassée lors de cette soirée d'anniversaire fatidique. Dans ce verre, il n'y avait pas seulement cette vile substance que ma belle-mère avait préparée. Il y avait toute l'humiliation et le ressentiment que j'avais accumulés pendant 7 longues années. Et quand elle a bu tout ce qu'elle avait elle-même semé. J'étais assise là, souriante. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. Ce faux spectacle devait prendre fin, et c'est moi qui allais baisser le rideau. Mais je n'aurais jamais pensé que ce qui allait se passer dépasserait même mes attentes les plus folles. Le temps passait douloureusement lentement. Chaque seconde semblait une éternité. La fête continuait avec des discours et des félicitations creuses. J'essayais de garder l'expression la plus calme possible. De temps en temps, je regardais mon mari, je lui parlais, je mettais de la nourriture dans son assiette. Je jouais le rôle de l'épouse attentionnée. Mais en réalité, toute mon attention était tournée vers Élisabeth. Près de 5 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait bu la boisson, mais rien d'étrange ne s'était produit. Elle était toujours assise là, s'éventant et riant avec ses amis plus âgés. Cette expression arrogante est réapparue sur son visage. De temps en temps, elle me jetait un regard significatif, comme si elle se moquait de mon silence, comme si elle voulait dire « Attends un peu, je vais t'avoir ». Une vague d'inquiétude a envahi mon âme. Charlotte s'était-elle trompée? La substance n'agissait-elle pas immédiatement? Ou pire, n'avait-elle aucun effet sur les personnes âgées? 1000 questions ont traversé mon esprit. Si mon plan échouait, si rien ne lui arrivait, je serais la risée de tous. J'apparaîtrais comme une belle fille mal élevée qui avait défié sa belle-mère à boire, puis avait inventé quelque chose. Mais soudain, j'ai remarqué un petit détail. Bien qu'elle sourie et parle, sa main qui tenait l'éventail tremblait légèrement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Bien que la soirée soit plutôt fraîche, elle a commencé à parler de plus en plus, et de plus en plus fort, et ses histoires devenaient de plus en plus incohérentes. Un instant, elle parlait de son voyage aux Maldives la semaine précédente, puis elle a soudainement changé de sujet pour parler du cours de l'or. Ses amis se sont regardés, perplexes. « Élisabeth, tu vas bien? Tu as l'air assez rouge », a demandé l'une d'elles. « Oh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je suis forte comme un cheval. »
rit Elisabeth bruyamment. Son rire était grossier et vulgaire, et ne correspondait absolument pas à son image habituelle de femme sophistiquée et aristocratique. Peu. Être que je suis juste trop heureuse. Je viens de boire un verre que ma belle-fille m'a offert, et je sens le sang couler chaudement dans mes veines. En disant cela, elle a frappé fort l'épaule de son amie. Un geste qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. J'ai retenu mon souffle. Je l'observais. Oui, ça commençait. La substance n'était probablement pas un poison ou un somnifère, mais une sorte de psychostimulant qui faisait perdre le contrôle de ses actes et de ses paroles. Une substance plus redoutable que le poison, car elle ne tue pas le corps, mais la réputation d'une personne. Vous savez, au cours de mes 7 années de mariage, ce ne sont pas les tâches ménagères ou les charges financières qui m'ont le plus épuisée, mais les comparaisons et les reproches constants de ma belle-mère. Elisabeth m'a toujours considérée comme une épine dans son pied, simplement parce que je n'étais pas celle qu'elle avait choisie pour son fils. La femme qu'elle aurait le plus aimé voir comme belle-fille était Catherine, la fille de sa meilleure amie. Catherine était belle et douce, elle savait parler avec des mots trompeurs, ce qui était à l'opposé de ma nature directe et sobre. Juste après notre mariage, Elisabeth invitait régulièrement Catherine chez nous. Elle la louait publiquement en ma présence. C'est à ça qu'une jeune femme devrait ressembler, comme Catherine. Belle et même compétente. Celui qui l'épousera sera un homme heureux. Catherine vient de terminer un cours d'art floral. Ses bouquets sont magnifiques. Pas comme d'autres qui laissent les fleurs pendre comme si elle les avait cueillies sur le bord de la route. J'écoutais et j'écoutais. Je me disais que je devais ignorer. Mais ces mots pénétraient mon âme comme des aiguilles invisibles. Chaque jour, elle devenait de plus en plus effrontée. Elle a commencé à créer des situations où Daniel et Catherine se retrouvaient seuls. Daniel emmène Catherine à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle doit rendre visite à sa grand-mère. Daniel, l'ordinateur portable de Catherine est en panne. Regarde quel est le problème. Daniel acceptait toujours joyeusement. Il traitait Catherine comme une petite sœur et ne remarquait absolument pas les intentions de sa mère. Mais j'étais différente. J'étais une femme. J'ai compris que la façon dont Catherine regardait mon mari n'était pas un regard fraternel. Il y avait de l'admiration et un désir de possession. J'en ai parfois fait allusion à mon mari, mais il a juste haussé les épaules. Tu cherches toujours quelque chose derrière les choses. Il n'y a rien entre Catherine et moi. Maman l'aime, donc nous devons être gentils avec elle. Son indifférence me mettait à la fois en colère et triste. Il ne comprenait pas qu'avec son indifférence, il soutenait sa mère et me mettait dans une position vulnérable. Ma patience a pris fin il y a environ 6 mois. C'était un week-end. Je suis rentrée du travail et j'ai vu Catherine dans la cuisine. Elle aidait avec enthousiasme ma belle-mère à cuisiner. Quand Elisabeth m'a vue, elle ne m'a même pas saluée. Elle a juste parlé en l'air. Regardez, la voilà. Elle est au travail toute la journée et a une mine d'enterrement. Pas comme Catherine, qui au moins aide sa mère en cuisine. J'étais fatiguée et je ne voulais pas me disputer. J'avais prévu d'aller directement dans ma chambre. Mais en passant, mon regard s'est accidentellement posé sur le poignet de Catherine. Elle portait un magnifique bracelet en or blanc. J'étais clouée sur place, car c'était exactement le même bracelet que ma mère m'avait offert en cadeau de mariage. Je le gardais dans ma boîte à bijoux. Ce bracelet, ai-je bégayé. Catherine a eu peur et a rapidement caché sa main derrière son dos. Elisabeth a vu cela et a soudainement dit « Oh, qu'y a-t-il avec ce bracelet? J'ai vu que tu ne le portais de toute façon pas. Il restait juste dans le placard. Alors je l'ai prêté à Catherine. Pourquoi t'énerves-tu autant? » Elle l'avait prêté. Elle avait pris ma propriété sans permission et l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle prétendait l'avoir prêté. Je ne pouvais plus me retenir. Belle-maman, c'est un cadeau de ma mère pour mon mariage. Vous n'avez pas le droit de le prendre sans permission et de le donner à quelqu'un d'autre. Ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Oh, quelle tragédie! Ce n'est qu'un bracelet. Je vis dans ta maison, avec ton argent, et maintenant tu fais une scène pour un simple bracelet. Où es-tu juste avare? Elle a commencé à jouer le rôle de la victime. À ce moment-là, Daniel est entré. En voyant l'atmosphère tendue, il a demandé « Que se passe-t-il ici ?» Elisabeth a immédiatement commencé à pleurer et à se plaindre. Que je lui avais crié dessus pour un bracelet. Daniel, sans chercher à savoir qui avait raison et qui avait tort, s'est tourné vers moi et a commencé à me faire des reproches. « Tu fais vraiment tout un drame pour un bracelet? Tu ne vois pas à quel point maman est bouleversée? Demande-lui pardon immédiatement. Demandez pardon. Je n'avais rien fait de mal. Pourquoi devrais-je demander pardon?
Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas, ai-je dit fermement. Mes mots ont agi comme une étincelle. Tu oses me contredire? Les yeux de Daniel se sont exorbités, et à cet instant, un instant que je n'oublierai jamais, il a levé la main et m'a giflé. Le son sec de la gifle a résonné dans la cuisine. Tout le monde s'est figé. Sous le choc, j'ai pressé ma main sur ma joue brûlante et j'ai regardé l'homme que j'appelais mon mari. En 7 ans, il n'avait jamais levé la main sur moi. Ma belle-mère et Catherine étaient là, me regardant avec un air triomphant et moqueur. Cette nuit-là, j'ai pleuré des larmes amères, non pas à cause de la douleur de la gifle, mais à cause de la douleur dans mon cœur. J'ai réalisé que j'étais complètement seule dans cette maison. Mon mari, qui aurait dû être mon soutien et mon refuge, était prêt à me faire du mal pour sa mère. À partir de ce jour, j'ai arrêté de pleurer. J'ai compris une chose. Les larmes n'aident pas en cas de problème. Ma patience n'a fait que les mépriser encore plus. La gifle de Daniel n'a pas seulement laissé une marque sur mon visage, mais aussi une fissure irréparable dans mon âme. Elle m'a réveillée d'un rêve de 7 ans d'une famille harmonieuse et d'un mari aimant. J'ai compris que mon silence n'était pas une vertu, mais une faiblesse qui nourrissait la méchanceté et l'égoïsme de ma belle-mère et des siens. J'ai arrêté de pleurer et de me plaindre. J'ai commencé à changer, non pas par des disputes ou des confrontations ouvertes, mais par des actions silencieuses et déterminées. J'ai commencé à tout noter dans un petit carnet que je cachais sous un placard. J'ai noté chaque dépense déraisonnable que ma belle-mère exigeait, chaque remarque méchante. Chaque fois que Daniel montrait de la froideur et de l'indifférence. Je ne savais pas exactement pourquoi je le faisais. Être juste pour me rappeler, pour ne jamais oublier la douleur. J'ai également commencé à m'intéresser de plus près à la situation financière de la famille. Avant, je lui faisais entièrement confiance. Je gagnais l'argent, je lui donnais chaque mois une somme importante pour les grosses dépenses, et je dépensais le reste pour le ménage. Je ne lui ai jamais demandé exactement à quoi il dépensait cet argent. J'avais une confiance aveugle en lui, mais maintenant, il n'y avait plus de confiance. En secret, j'ai demandé des relevés bancaires de mes comptes et de nos comptes communs, et c'est là que j'ai découvert l'amère vérité. Les soi-disant grosses dépenses dont parlait Daniel allaient en grande partie sur un compte d'investissement à son nom et à celui de sa mère. Ils utilisaient mon argent pour s'enrichir. Pire encore, il y avait de plus petites sommes. Des virements de quelques centaines d'euros qui étaient régulièrement effectués à une certaine Catherine. Je n'ai pas eu besoin de deviner de qui il s'agissait. Mon mari n'était pas seulement un lâche. Il volait secrètement de l'argent à sa propre femme pour entretenir la femme que sa mère avait choisie. Le dégoût m'a envahi. Mon sang a tourné. Mais je me suis contrôlée. Je savais que le bon moment n'était pas encore venu. J'avais besoin de plus de preuves irréfutables. J'ai commencé à mener une double vie. En présence de ma belle-mère et des siens, j'étais toujours la belle-fille obéissante et économe. Après la gifle, je parlais encore moins, je souriais moins, et ils pensaient que j'avais eu peur, que j'avais accepté ma place. Mais dans leur dos, j'étais quelqu'un d'autre, froide, analytique, rassemblant lentement les preuves de leurs mensonges. Mes changements n'ont probablement été remarqués que par une seule personne dans la maison. Charlotte, la sœur de mon mari. Charlotte était très différente du reste de la famille. Elle était directe, amicale, et être parce qu'elle avait étudié longtemps à l'étranger, elle n'était pas affectée par la nature manipulatrice de sa mère. Elle a toujours été bonne avec moi. Chaque fois qu'elle me rendait visite, elle m'apportait des cadeaux. Elle m'invitait à prendre un café en ville ou à faire du shopping. Elle était la seule dans la maison à m'entrer par mon nom, et non elle ou cette Anne. Un soir, alors que j'étais seule dans mon bureau, à étudier les chiffres sur les relevés bancaires, Charlotte est entrée avec 2 tasses de tisane à la camomille. « Anne, tu as l'air si triste ces derniers temps. Quelque chose s'est passé ?» Elle s'est assise à côté de moi. Son regard était plein d'inquiétude. Je l'ai regardée. Un instant, j'ai voulu tout lui dire, mais je me suis retenue. Je ne voulais pas l'impliquer dans ce désordre. « Rien, Charlotte, juste beaucoup de travail. » J'ai forcé un sourire. Charlotte m'a regardée attentivement. Son regard était plus sage que ne le laissait supposer ses 28 ans. « Ne me trompe pas. Je sais que maman et Daniel te traitent mal. Pardonne-leur. Je comprends. » J'étais stupéfaite par ces paroles. Puis elle m'a raconté un incident de la semaine précédente, quand elle était rentrée à l'improviste. Elle avait surpris une conversation entre sa mère et Catherine. Elle parlait de la façon de me faire quitter la maison. Sa mère avait dit que dès que Daniel mettrait Catherine enceinte, tout serait résolu. Alors tu partiras de toi-même, tu ne supporteras pas l'humiliation. Elle disait qu'elle devait trouver une raison de m'humilier publiquement,
pour que je parte volontairement de honte. Chaque mot de Charlotte était comme un coup de marteau sur ma tête. Donc, ils ne voulaient pas seulement que je parte les mains vides. Ils voulaient complètement détruire ma réputation. Leur complot était trop cruel, trop vil. J'ai senti tout mon corps trembler, non pas de peur, mais de pure fureur. Quand Charlotte a vu mon état, elle m'a pris la main. « Anne, je ne te dis pas ça pour te faire du mal, mais pour te préparer. Tu ne peux plus tolérer ça. Tu dois te défendre. » Ces mots ont été comme un électrochoc, réveillant la femme forte qui sommeillait en moi depuis 7 ans. Oui, je ne pouvais plus tolérer ça. Je devais me défendre. Défendre ce que j'avais construit. Sauver mon honneur. Ce soir-là, j'ai pris une décision cruciale. J'ai appelé un vieil ami, un avocat excellent et de confiance. Je lui ai tout raconté et je lui ai remis les premières preuves que j'avais rassemblées. Il m'a conseillé de rester extrêmement calme et de continuer à rassembler des preuves, et surtout, de ne pas leur faire savoir que je savais déjà tout. Laisse-les jouer leur spectacle, et toi, sois le public intelligent. Les mots de l'avocat m'ont donné une direction claire. Et maintenant, leur moment était venu. L'anniversaire de Daniel. Quand j'ai entendu Elisabeth dire qu'elle voulait organiser une grande fête pour célébrer la nouvelle étape de la vie et de la carrière de son fils, j'ai compris que c'était la scène qu'elle avait choisie. J'ai accepté joyeusement et j'ai même déclaré que je prendrais en charge tous les frais. Ma générosité a surpris Daniel et sa mère, mais ils en étaient très heureux. Ils pensaient que j'étais toujours cette oie idiote qu'on pouvait facilement tromper avec des mots doux. Ils ne savaient pas que je construisais moi-même la scène de leur propre chute. Je connaissais leur complot, et je savais qu'ils allaient frapper à cette fête. L'avertissement de Charlotte, qu'ils allaient mélanger quelque chose dans ma nourriture ou ma boisson, ne me quittait pas l'esprit. C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seconde à mettre en œuvre le plan d'échange quand Elisabeth m'a offert cette boisson avec tant d'insistance. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce verre, mais je savais que c'était suffisant pour faire perdre à quelqu'un sa raison et son sang-froid, et cette personne aurait dû être moi à l'origine. Mais maintenant, c'était elle. Retour à la fête. Elisabeth, après son rire et ses paroles grossières, a commencé à se comporter de manière de plus en plus étrange. Elle s'est soudainement levée, s'est dirigée vers le groupe de jazz qui jouait et a arraché le micro des mains de la chanteuse. « Et maintenant je vais vous chanter une chanson » a-t-elle annoncé d'une langue pâteuse. Toute la salle s'est tue. Les gens se sont regardés, ne comprenant pas ce qui se passait. La vue de ma belle-mère, une femme qui s'était toujours considérée comme un modèle d'élégance et de bonne manière, se tenant maintenant sur scène avec un micro à la main, se balançant bizarrement au rythme de la musique. C'était un véritable choc pour toutes les personnes présentes. La musique de fond agréable s'est soudainement arrêtée. La jeune chanteuse se tenait là, stupéfaite, ne sachant que faire. Un silence gênant s'est installé sur le grand jardin où se tenait la fête. Tous les regards, de la curiosité au choc et à l'incrédulité, étaient fixés sur Elisabeth. Mon mari Daniel est devenu livide. Il s'est levé précipitamment avec l'intention de se précipiter sur scène pour en faire descendre sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Descends de là immédiatement » a-t-il dit d'une voix tremblante. Mais Elisabeth était complètement hors d'elle. Elle a repoussé son fils. « Va-t'en, ne dérange pas ma performance. » « Je ne me suis pas amusée comme ça depuis des années. C'est l'anniversaire de mon fils. Je dois lui chanter une chanson, » a-t-elle dit en riant. Son rire n'avait plus la moindre trace de charme. Mon beau-père Étienne, qui était assis à la table d'honneur, a froncé profondément les sourcils. Il a tout sauté et a essayé de faire des signes à sa femme pour l'avertir, mais elle l'a complètement ignoré. J'étais assise à ma table. Mon cœur battait toujours, mais à l'intérieur, un mélange de satisfaction et d'ironie bouillonnait. Le spectacle qu'elle m'avait si soigneusement préparé, elle le jouait maintenant elle-même avec une totale dévotion. J'ai regardé Catherine, la nièce préférée. Elle aussi était assise comme sur des charbons ardents. Son visage passait du rouge au pâle. Elle ne s'attendait probablement pas non plus à ce que leur plan dévie de manière aussi catastrophique. « Allô, allô, 1, 2, 3 » a commencé Elisabeth en testant le micro. Sa voix amplifiée a résonné dans le jardin. Elle s'est éclaircie la gorge et a annoncé « Et maintenant, je voudrais chanter pour tous les invités d'honneur, et surtout pour mon cher fils, le chef-d'œuvre immortel. » Comme d'habitude, un léger murmure a parcouru la foule. Mais cette fois, ce n'étaient pas des plaisanteries joyeuses, mais des chuchotements confus et des commérages. Comme d'habitude, pourquoi cette chanson pour l'anniversaire de son fils ? C'est très bizarre. Reniflement. Mais sa voix était encore bien plus bizarre. Elle a chanté avec beaucoup d'émotion, mais complètement faux et hors de rythme.
Sa voix montait et descendait, et était parfois inintelligible, ce qui a transformé le classique en une catastrophe absolue. Les gens ne pouvaient plus retenir leurs rires. Au début, ce n'étaient que des rires étouffés, mais cela s'est rapidement transformé en un rire incontrôlable. L'anniversaire formel s'était transformé en comédie. J'ai vu le visage de mon mari virer au rouge foncé de honte. Il ne pouvait plus regarder personne. Il a baissé la tête sur la table. Mais Élisabeth ne semblait pas remarquer la moquerie. Elle était toujours là, les yeux fermés, titubant, complètement absorbée par sa performance. Après le premier couplet, elle s'est soudainement arrêtée et a pointé du doigt M. Girard, un grand partenaire commercial. Un homme de son âge, élégant et riche. « Victor, musique, tu te souviens de moi ?» a-t-elle crié dans le micro. M. Girard, qui était assis là avec un verre de vin à la main, a sursauté à la question inattendue et a hoché la tête, embarrassé. « Oui, je me souviens. Comment allez-vous, Madame Dubois ?» Élisabeth a ri d'une manière aguicheuse que je ne lui avais jamais vue. « Tu te souviens ? Bien. Avant, tu me courais toujours après. Tu m'as déclaré ton amour. Combien de lettres m'as-tu écrites ? Et moi, l'idiote, j'ai épousé Étienne, un simple fonctionnaire qui n'a jamais rien accompli de toute sa vie. » Ces mots ont explosé comme une bombe. Les rires se sont immédiatement tus. Tout le monde s'est figé et a regardé ma belle-mère. Étienne était assis, immobile, pas une goutte de sang ne restait sur son visage. Que sa propre femme l'humilie publiquement devant tant de gens, surtout devant de vieux amis, était une honte qu'on ne peut même pas décrire. J'ai vu ses poings se serrer sur la table, les veines bleues ressortant sur le dos de sa main. La femme de M. Girard, qui était assise à côté de lui, a également froncé les sourcils. Elle a regardé son mari avec un regard plus acéré qu'un rasoir. L'air était à couper au couteau. Mais Élisabeth ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à raconter son passé glorieux, comment elle avait sacrifié sa jeunesse et sa beauté pour un homme qui n'en était pas digne. Son argumentation devenait de plus en plus incohérente. Les secrets de famille les plus profonds, qu'il gardait normalement soigneusement entre les murs de la maison, elle les jetait maintenant à la rue. Et vous savez quoi ? Cette maison ici, la voiture que conduit Daniel. Tout vient de l'argent de sa femme. Notre famille a eu une chance énorme de trouver une telle poule aux œufs d'or. Si nous avions dû vivre du salaire de fonctionnaire d'Étienne et du maigre salaire de Daniel, nous ne mangerions que de l'eau et du pain maintenant. Cet aveu brutal a provoqué une nouvelle onde de choc. Les gens ont déplacé leur regard de moi à Daniel. Dans leurs yeux, il n'y avait plus d'admiration, mais de la pitié pour moi et un pur mépris pour mon mari. Un homme qui vivait au crochet de sa femme, ce que même sa propre mère avait admis. Quoi de plus humiliant ? Daniel n'en pouvait plus. Il s'est levé et s'est précipité sur scène pour essayer d'arracher le micro des mains de sa mère. « Maman, ça suffit. Arrête !» a-t-il crié, désespéré. Mais Élisabeth, qui avait alors complètement perdu le contrôle, a brutalement repoussé son fils et lui a même donné une gifle retentissante. « Toi aussi, tu es un bon à rien. Tu oses crier sur ta propre mère ? Si tu es si bon, va travailler et gagne ton propre argent, au lieu de mendier auprès de ta femme. » Cette gifle et les mots anéantissants de sa mère ont complètement brisé Daniel. Il est resté figé sur scène, les yeux rouges. Il avait l'air pathétique. J'étais assise là à observer tout cela. Mon âme ne ressentait pas la moindre pitié. C'était le prix qu'il devait payer pour sa faiblesse, pour son silence, et pour avoir laissé sa mère faire tout ce qu'elle voulait tout en me détruisant. J'ai regardé en direction de Catherine. Elle s'était déjà éclipsée discrètement de la fête. Elle avait réalisé qu'elle et Élisabeth avaient désespérément perdu cette partie. Mais le spectacle n'était pas encore terminé. Après avoir réprimandé son fils, Élisabeth s'est de nouveau tournée vers le public. Elle a commencé à dénigrer ses autres belles-filles, même Charlotte, sa plus jeune enfant préférée. On aurait dit que dans sa folie, elle voulait entraîner tout le monde avec elle dans la boue. Je savais que le point culminant du spectacle approchait, qu'un secret encore plus choquant allait sortir de sa bouche. La fête d'anniversaire s'était transformée en une tragicomédie dans laquelle l'hôtesse jouait brillamment le rôle principal. Après avoir humilié son mari et insulté son fils, Élisabeth a poursuivi son monologue insensé. Elle a commencé à traîner dans la boue chaque membre de la famille, de sa deuxième belle-fille à sa plus jeune fille, et même les parents présents dans le public. Des secrets cachés, des petites disputes, qu'il dissimulait normalement avec soin, elle les a maintenant révélés cruellement. Et Sophie, la femme de mon deuxième fils, a-t-elle dit en désignant un couple. Elle pense qu'elle est si intelligente, elle vole secrètement de l'argent à son mari et l'investit dans l'immobilier, le cachant à toute la famille. Elle ne savait pas que je savais déjà tout.
Je suis juste restée silencieuse. Le couple est devenu livide. Ils se sont regardés avec effroi et ont rapidement baissé la tête, sans oser regarder personne. L'ambiance à la fête est devenue de plus en plus oppressante. Tout le monde était assis dans un silence de mort. Ils avaient peur d'être les prochaines cibles. J'étais assise là, comme une étrangère regardant un film. Je ne ressentais plus d'ironie, juste une étrange amertume. Une famille qui, de l'extérieur, semblait si unie et aimante, était en réalité pleine d'intrigues, de tromperies et d'un manque total de confiance. Ce n'était probablement pas la boisson de ce soir qui en était la cause, mais seulement un catalyseur, une étincelle qui a allumé un feu qui couvait depuis longtemps dans cette famille. Et après avoir dénigré tout le monde, elle s'est soudainement tournée vers moi. Elle m'a regardée avec haine et triomphe. « Et toi, Anne » a-t-elle crié dans le micro. « Ne reste pas assise là comme si tu étais l'âme innocente. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un portefeuille ambulant, rien de plus. Tu penses que parce que tu nous as acheté une maison et une voiture, tu peux nous prendre de haut? Tu te trompes. Tu es stérile, un arbre sans fruits. Tu n'es pas digne d'être une belle fille dans notre famille. » Chaque mot était comme un coup de poignard dans mon cœur. Bien que je m'y sois préparée, entendre des mots aussi cruels de la bouche de ma belle-mère, devant le public, était indescriptiblement douloureux. La douleur qui s'était accumulée pendant 7 ans est revenue, me serrant la poitrine. Mais je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise, la regardant droit dans les yeux. Il n'y avait plus la moindre trace d'humilité dans mon regard, seulement du défi. Et puis, dans un accès de folie totale, elle a dit ce que Charlotte et moi attendions, le coup fatal qui allait définitivement détruire sa réputation. « Et vous savez quoi » a-t-elle ri comme une possédée. « Mon fils Daniel n'a absolument pas besoin d'une femme stérile comme ça. Il en a déjà une autre. Catherine, ma filleule. C'est elle qu'il mérite. Et elle porte dans son ventre l'enfant de Daniel. Ah, nous aurons enfin un héritier. » Ces mots ont retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes présentes. Tout le monde était choqué. Qu'une belle-mère cherche une autre femme pour son fils, parce que sa belle-fille ne peut pas avoir d'enfant, dépassait déjà de loin les bornes. Mais l'annoncer si fièrement, publiquement, ce n'était plus seulement une affaire de famille, c'était une faillite morale. J'ai regardé Daniel, toujours debout sur scène, tremblant. Son visage était aussi blanc que du plâtre. Il m'a regardé avec un air suppliant. Il voulait probablement que je me lève et que je nie tout, que je dise que ce n'était que les divagations d'une mère qui avait perdu le contrôle. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, le regardant avec une froideur glaciale. C'était la conséquence à laquelle il devait faire face. J'ai regardé mon beau-père, Étienne. Il était assis, immobile. Ses mains serraient si fort les accoudoirs de la chaise que ses jointures étaient blanches. Dans ses yeux, je ne voyais pas seulement de la colère, mais aussi du choc et une douleur indescriptible. Que sa femme l'humilie, apprendre que son fils était infidèle, et réaliser que toute sa famille était devenue la risée de la soirée. Quoi de plus douloureux pour un homme qui avait tenu si haut les valeurs familiales toute sa vie? La fête était maintenant complètement ruinée. Les invités ont commencé à se lever un par un et à partir le plus rapidement possible. Ils ne voulaient plus être témoins de cette scène honteuse. Personne n'a dit au revoir. Ils sont partis en silence, laissant un vide effrayant derrière eux. À cet instant, j'ai eu pitié d'Élisabeth. De ses propres mains, elle avait tout détruit. Sa réputation, le bonheur de son fils et la famille dont elle était si fière. Et tout cela à cause de son égoïsme, de son comportement despotique et de sa cupidité sans bornes. Je savais que mon rôle dans ce spectacle touchait à sa fin, mais ce n'est pas moi qui allais baisser le rideau. Ce serait l'homme qui était resté silencieux depuis le début de la fête. J'ai vu Étienne se lever lentement. Il ne regardait personne. Il s'est dirigé silencieusement et sobrement vers la scène, où sa femme se tenait toujours, marmonnant toutes sortes de choses. Chacun de ses pas était lourd, comme s'il portait le poids d'une famille en train de s'effondrer sur ses épaules. Je savais que la colère d'un homme doux est la plus redoutable des colères. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si vous êtes d'accord qu'aucun sacrifice ne doit être considéré comme acquis et que le mal doit être puni, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Peut-être que l'histoire d'Anne servira d'avertissement à d'autres pour qu'ils reconnaissent leurs propres valeurs et trouvent le courage de rompre les relations toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Le silence d'Étienne était plus effrayant que n'importe quel cri. L'immense jardin semblait retenir son souffle, suivant chacun de ses pas. Il est monté sur scène sans hésiter. Sa silhouette était un peu mince. Son dos était légèrement courbé par l'âge. À cet instant, il dégageait une dignité exceptionnelle.
Il n'a pas regardé Daniel, son fils, qui se tenait là comme une statue. Il n'a pas regardé non plus les quelques invités restants, qui observaient, stupéfaits. Son regard n'était dirigé que vers une seule personne, la femme avec qui il avait partagé presque toute sa vie. Élisabeth, après avoir crié son terrible secret, semblait épuisée. Elle s'est assise sur le sol de la scène, sa coiffure relevée était en désordre, sa robe de velours coûteuse était froissée. Elle avait l'air pathétique. Elle a levé son regard vide sur son mari, visiblement pas encore tout à fait consciente. « Étienne, qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en. Laisse-moi finir ma chanson, a-t-elle marmonné. Étienne n'a rien dit. Il s'est approché d'elle, silencieux et déterminé, mais néanmoins doucement, et lui a pris le micro des mains. Puis il s'est retourné et s'est adressé aux invités restants, aux amis, aux partenaires commerciaux, à tous ceux qui avaient été témoins de ce spectacle honteux. Il s'est incliné, profondément. « Chers invités, a-t-il commencé. Sa voix était grave et rauque, mais chaque mot était d'une clarté cristalline. Je suis Étienne, le chef de cette famille. Ce soir, un événement très triste s'est produit dans notre maison, qui vous a causé à tous de l'inconfort et vous a fait perdre votre temps. Au nom de ma femme, qui n'a pas toute sa tête, et de mon fils bon n'a rien, je vous présente mes plus profondes excuses. » Il s'est de nouveau incliné. Son geste a ému tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme, qui venait d'être si intensément humilié par sa femme et qui avait subi une grave perte de face, puisse agir avec une telle dignité et une telle responsabilité. Les chuchotements se sont tus. Dans les yeux des personnes présentes, le respect est apparu. « Notre fête ce soir est malheureusement terminée, a-t-il poursuivi. Merci d'être venu partager notre joie. Et encore une fois, mes sincères excuses à tous. » Après ces mots, il s'est retourné, mais il n'a pas regardé Élisabeth. Il m'a regardé droit dans les yeux. Pour la première fois en 7 ans, j'ai vraiment vu son regard. Il n'y avait plus d'indifférence ou de distance, mais du remords, des regrets et autre chose qui ressemblaient à une supplication. Puis il s'est tourné vers Daniel. Sa voix est devenue d'une froideur d'acier. « Qu'est-ce que tu fais encore là ? Ramasse ta mère et disparaissez tous les deux de ma vue immédiatement. » Daniel a sursauté. « Papa, mais maman, tu n'as pas entendu ?» a grondé Étienne. Il y avait une autorité dans sa voix que je ne lui avais jamais entendue. « Je n'ai pas besoin d'une femme comme ça, et je n'ai pas besoin d'un fils comme toi. Débrouillez-vous. Ne revenez plus jamais dans cette maison. » Ces mots étaient comme un verdict, scellant le sort d'Élisabeth et de Daniel. Daniel tremblait. Il a regardé son père, puis moi. Son regard était plein de peur. Finalement, il n'a eu d'autre choix que de serrer les dents, de s'approcher et de relever sa mère. Élisabeth semblait avoir légèrement repris ses esprits. Elle a compris l'énorme erreur qu'elle avait commise. « Étienne, qu'est-ce que tu me dis ? Où m'envoies-tu ? C'est ma maison. » A-t-elle essayé de s'agripper à lui. « Ta maison ?» Étienne a souri amèrement. « Te souviens-tu avec l'argent de qui nous avons acheté cette maison ? Te souviens-tu qui a travaillé dur pour que toi et ton fils ayez tout cela ? Tu as tout oublié dans ton ambition aveugle. L'argent et la réputation, c'est tout ce qui compte pour toi. Tu as détruit cette famille toi-même. Alors ne me reproche pas d'être cruel. » Il n'a rien dit de plus. Il a juste fait un geste de la main, leur ordonnant de partir. Daniel a soutenu sa mère tremblante en descendant de la scène. Élisabeth est partie en pleurant et en maudissant, mais plus personne ne l'écoutait. En passant devant ma table, elle s'est arrêtée, ses yeux lançaient des flammes. « Tu es contente maintenant, espèce de sorcière ?» a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée calmement. Je n'étais pas heureuse. Je pensais juste qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Quand ils ont disparu de la vue, Étienne est lentement descendu de la scène. Il est venu droit vers moi. Tous les regards restants étaient fixés sur nous. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait, et je suis devenue un peu nerveuse. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé longuement, puis a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais jamais. Il s'est incliné profondément, solennellement et sincèrement. « Anne, pardonne-moi. J'ai eu tort de me taire si longtemps, de te laisser subir autant d'humiliations dans cette maison. Je ne suis pas digne d'être ton beau-père. » Chaque mot était comme une goutte d'eau chaude tombant sur mon cœur desséché. Les larmes ont de nouveau coulé de mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de honte, mais d'émotion et de soulagement. « Papa, s'il vous plaît, ne dites pas ça, » ai-je chuchoté. « Si, tu mérites ces excuses. Tu es une bonne belle-fille, une bonne épouse. Dans notre famille, nous n'avons pas reconnu ta vraie valeur. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à supporter. Vis ta propre vie. Si tu le veux, cette maison restera la tienne. Et sinon,
Je respecterai ta décision. Ces mots étaient comme une libération. Ils m'ont libéré de ces chaînes invisibles qui m'avaient retenu pendant 7 longues années. Je savais que ma vie, à partir de cet instant, commençait vraiment un nouveau chapitre. Les excuses de mon beau-père ont résonné dans le silence du jardin maintenant vide. Ce n'étaient pas des mots vides. C'était la reconnaissance que j'avais attendue pendant 7 longues années. Cela valait plus que n'importe quelle richesse matérielle. J'étais là, les larmes continuaient de couler sur mon visage, mais mon âme se sentait si légère. Musique. Tout le ressentiment, toutes les humiliations semblaient s'être effacées avec ces larmes. Les derniers invités, principalement des amis proches d'Étienne, sont venus un par un lui dire au revoir. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils lui ont juste tapoté l'épaule et lui ont serré la main fermement. Leur regard était plein de compassion et de respect. Ils m'ont regardé aussi, ont hoché la tête et ont souri, un sourire sans pitié, mais plein de respect pour une femme qui avait enfin pris sa défense. Quand tout le monde est parti, dans l'immense jardin, il ne restait plus qu'Étienne, Charlotte et moi. La sœur de mon mari était revenue. Quand elle a appris la nouvelle, elle s'est précipitée et m'a serré fort dans ses bras. « Anne, je suis tellement désolée, je n'ai rien pu faire, » a-t-elle sangloté. Je lui ai caressé la tête. « Ce n'est pas ta faute, tu m'as énormément aidée. »« Merci. » Étienne s'est laissé tomber lourdement sur une chaise, se frottant les tempes. En une nuit, il avait vieilli de 10 ans. « Venez, asseyez-vous les enfants. Je dois vous parler. » Il a désigné des chaises pour Charlotte et moi. Nous nous sommes assises en face de lui. L'ambiance était toujours lourde. « Ce qui s'est passé avec votre mère et votre frère, » a-t-il commencé d'une voix triste, « c'est de ma faute. J'ai été trop faible, trop silencieux. Je pensais qu'en évitant les confrontations, il y aurait la paix dans la famille. Mais je me trompais. Mon silence a été une autorisation pour le mal. Il a permis à votre mère de devenir une tyranne et à Daniel de devenir un lâche. » Il a soupiré profondément, plein de regrets. « Je ne t'ai pas protégée, Anne. J'ai trop laissé faire, tu as trop souffert. Papa, tout est fini maintenant. Je ne vous en veux pas, » ai-je dit doucement. « Non, je suis responsable, » a-t-il dit fermement. « Demain, je m'occuperai des papiers chez le notaire pour que l'acte de vente de cette maison soit mis à ton nom. » Charlotte et moi étions stupéfaites. « Papa, je ne peux pas accepter ça. » Ai-je immédiatement refusé. « C'est votre maison, une propriété familiale. Je n'y ai aucun droit. »« Mais tu y as droit ?» a coupé Étienne. « Bien que la maison soit à mon nom, c'est toi qui as apporté la grande majorité de l'argent pour l'achat. C'est toi qui as travaillé pour ça. Je sais tout. Je l'ai mise à mon nom pour faire plaisir à ta mère, pour qu'elle se sente propriétaire. Mais j'ai eu tort depuis le début. Elle doit t'appartenir. Je ne te la donne pas. Je te rends ce qui t'est dû. » Ces mots ne laissaient aucune place à la protestation. Donc, il n'était pas ignorant. Il savait tout. Il avait observé en silence et apprécié tous mes sacrifices. « Et en ce qui concerne toi et Daniel, » a-t-il poursuivi en me regardant avec une expression coupable, « je ne m'en mêlerai pas. La décision t'appartient. Que tu lui pardonnes ou que tu divorces, je respecterai et soutiendrai ton choix. Tu as assez souffert. Tu mérites d'être heureuse. » Je ne savais pas quoi dire, j'ai juste hoché la tête en pleurant. Cette nuit-là, je ne suis pas allée dans notre grande chambre. Je suis restée dans la chambre d'amis. J'avais besoin d'espace personnel, de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Au milieu de la nuit, j'ai entendu frapper doucement à la porte. J'ai ouvert, et Daniel était là. Son éclat habituel avait disparu. Son costume était froissé. Sa cravate pendait lâchement. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il avait l'air pitoyable. « Anne, je peux entrer ? Je peux te parler un peu ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. J'ai hésité, mais j'ai ensuite hoché la tête et je me suis écartée pour le laisser entrer. Il ne s'est pas assis. Il est juste resté au milieu de la pièce, la tête baissée, se tordant les mains nerveusement. « Pardonne-moi, » a-t-il commencé, sa voix pleine de remords. « Je sais qu'il est trop tard pour dire quoi que ce soit, mais je suis vraiment désolée. J'ai été un mari terrible, un lâche. J'ai laissé ma mère te faire du mal. Je t'ai même frappé. C'est impardonnable. Je ne suis pas digne de toi. » J'ai écouté en silence. Je voulais entendre ce qu'il avait d'autre à dire. « Je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Il a levé les yeux, les larmes aux yeux. Cette histoire avec Catherine, c'était une erreur. Tout a été planifié par maman, et par faiblesse, je me suis laissée entraîner. Je te jure, il ne s'est rien passé entre nous, et elle n'est pas enceinte. C'était un mensonge que maman a inventé pour te forcer à divorcer.
Son aveu ne m'a pas surprise. Je m'en doutais vaguement, mais cela n'a pas diminué ma douleur. La trahison ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à l'intention elle-même. « S'il te plaît, Anne. » Il s'est agenouillé et a serré mes jambes. « Donne-moi une dernière chance de me racheter. Je te promets que je changerai, je te protégerai. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Recommençons. » Il pleurait des larmes de remords désespérés. En regardant l'homme à mes pieds, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur, j'ai ressenti des émotions mitigées. Devais-je lui pardonner? Changerait-il vraiment? Ou était-ce juste une autre scène, un autre mensonge pour me duper? Je ne savais vraiment pas. La supplication de Daniel résonnait dans la pièce silencieuse, accompagnée de ses sanglots étouffés. Il était toujours à genoux, serrant mes jambes. Son visage était mouillé de larmes, comme un enfant qui a fait une bêtise et attend sa punition. J'ai regardé le sommet de sa tête. Ses cheveux, habituellement toujours parfaitement coiffés, étaient maintenant complètement en désordre. Mes pensées étaient confuses. Une partie de moi voulait céder. Quoi qu'il se soit passé, c'était l'homme que j'aimais. L'homme avec qui j'avais partagé 7 ans. Les souvenirs des premiers jours de notre amour, les gestes tendres, les promesses non tenues, ont traversé mon esprit. Peu, être qu'il regrettait vraiment. Peu, être que je devrais lui donner une chance. Une chance à notre mariage. Mais une autre partie de moi, froide et endurcie par tout le ressentiment, protestait violemment. Une chance? Combien de chances lui avais-je déjà donné? Pendant 7 ans. Chaque fois que sa mère m'humiliait. Chaque fois que mes intérêts devaient être sacrifiés pour sa famille, n'était-ce pas toujours une chance pour lui de me défendre? Mais il avait constamment choisi le silence. Et cette gifle? N'était-ce pas la dernière chance qu'il avait lui-même jetée? Lentement, mais très fermement, j'ai retiré mes jambes de son étreinte. J'ai fait un pas en arrière, gardant une distance de sécurité. « Daniel, lève-toi. Les larmes et les supplications ne résoudront pas le problème. » Et je dis d'une voix étonnamment calme. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges pleins d'espoir. « Ça veut dire que tu me pardonnes ?» J'ai secoué la tête. « Je n'ai pas dit que je te pardonnais. J'ai dit que nous devions parler honnêtement. J'ai besoin de temps, Daniel. De temps pour réfléchir, pour que les blessures guérissent. Ce qui s'est passé ce soir et ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années, ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier en un jour. » Je comprends tout. Il a hoché la tête précipitamment. Peu importe le temps dont tu as besoin, j'attendrai. Ne me quitte pas. Je ne peux rien promettre, ai-je dit, ma voix restant distante. Maintenant, je veux être seule. Retourne dans ta chambre. Daniel a semblé vouloir ajouter quelque chose, mais en voyant mon regard déterminé, il a reculé, s'est levé en tremblant, a essuyé ses larmes à la hâte et est sorti de la pièce en silence. La porte s'est fermée. Je me suis effondrée sur le lit, me sentant complètement épuisée. Renvoyer quelqu'un qui implore la pitié n'est pas facile, surtout quand cette personne a autrefois été tout votre monde. Mais je savais que je devais le faire. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse maintenant. Si je lui pardonnais facilement, tout reviendrait à la normale. Sa faiblesse, la tyrannie de sa mère, c'était dans leur sang, et cela ne pouvait pas être simplement lavé par quelques larmes de repentance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision claire. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Malgré les paroles de mon beau-père et le remords de Daniel, l'atmosphère était trop lourde. Elle gardait trop de souvenirs douloureux. Je devais partir, ne serait-ce que temporairement, pour vraiment m'écouter dans le silence. J'ai mis quelques vêtements et des affaires importantes dans une petite valise. Au moment où j'allais partir, Étienne est entré. « Où vas-tu, Anne ?» a-t-il demandé inquiet. « Je pars pour un moment, dans un hôtel ou un appartement. J'ai besoin de me retrouver. » Ai-je répondu. Étienne a soupiré profondément, mais ne m'a pas retenu. « Oui, tu as besoin de te reposer. Vas-y, ma petite. Quand tu seras prête, reviens. Les portes de cette maison te seront toujours ouvertes. » Je leur ai dit au revoir, à lui et à Charlotte, et je suis sortie avec ma valise. Je n'ai plus vu Daniel. Il était probablement parti travailler tôt, ou m'évitait délibérément. J'ai commandé un taxi, et je ne suis pas allée chez ma mère, mais directement dans un luxueux appart-hôtel du centre de Paris que j'avais déjà réservé. J'avais besoin d'un environnement complètement inconnu, où personne ne me connaissait, pour commencer le processus de guérison. Les jours suivants, j'ai vécu une vie complètement différente. Je n'avais pas à me lever tôt pour cuisiner. Je n'avais plus à entendre de reproches. Je n'avais plus à voir de faux visages. J'ai consacré tout mon temps à moi-même. Je suis allée au spa, j'ai fait du yoga,
et j'ai lu des livres que j'avais reportés depuis longtemps. Je me suis promenée seule dans les rues de Paris et j'ai passé de nombreuses heures dans des cafés tranquilles. J'observais simplement les passants et je réfléchissais à ma vie. De temps en temps, Daniel m'envoyait un message ou m'appelait. Il ne suppliait plus, ne pleurait plus, il demandait juste comment j'allais. Il me parlait de son travail et de sa vie. Il m'a dit que sa mère, après cette soirée notoire, avait subi un choc profond. Elle restait assise dans sa chambre toute la journée et ne parlait à personne. Il a dit qu'il essayait de changer. J'apprends à devenir un mari plus responsable. Je lisais ses messages. Je l'écoutais, mais je ne répondais pas. Je savais que les paroles sont bon marché, on ne peut faire confiance qu'aux actes. Une semaine plus tard, mon avocat m'a appelé. Madame Lefebvre, Monsieur Dubois a finalisé le processus de transfert de la villa à votre nom. Les documents ont été envoyés à votre adresse. En tenant le nouvel acte de propriété, sur lequel ne figurait que mon nom, je n'ai ressenti aucune joie. C'était juste une confirmation, la confirmation de la chute d'une famille. Je l'ai mise en lieu sûr, avec ce carnet où j'avais écrit tout mon ressentiment accumulé. Je savais que c'était un nouveau départ, mais le chemin devant moi était encore semé d'embûches. Pourrais-je jamais lui pardonner? Daniel changerait-il vraiment? Devrais-je donner une autre chance à notre mariage? Je n'avais vraiment pas de réponse. Mes chers amis, face au remords final de son mari et à l'effondrement de sa belle famille, notre héroïne Anne se trouvait devant un choix extrêmement difficile. Pardonner, recommencer, ou partir définitivement à la recherche d'un nouveau bonheur. Que feriez-vous à sa place? Laissez vos commentaires et partagez vos pensées. Votre opinion n'est pas seulement un soutien pour l'héroïne, mais peut être aussi un conseil précieux pour d'autres qui se trouvent à un carrefour de leur vie. Le temps passé seul à l'appart-hôtel a été une période où j'ai enfin pu me regarder de loin. Libérée de l'opinion des autres, j'ai réalisé qu'au cours des 7 dernières années, j'avais trop vécu pour les autres. J'essayais d'être l'épouse parfaite, la belle-fille obéissante aux yeux de la famille de Daniel, au point d'oublier ce que je voulais et ce dont j'avais besoin moi-même. Mon sourire, mes hobbies, et même ma confiance en moi en tant que femme d'affaires prospère avaient disparu. Maintenant, libérée de cette cage invisible, j'ai progressivement retrouvé qui j'étais. Je suis retournée travailler dans mon entreprise. Au début, je prévoyais de travailler à distance, mais le rythme du bureau, les nouveaux projets et les réunions stratégiques m'ont emporté. J'ai réalisé que c'est seulement en faisant le travail que j'aime et en prouvant ma propre valeur que je me sens vraiment vivante. Mes collègues, par le biais de rumeurs, avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Ils ne m'ont pas tourné le dos. Au contraire, ils ont commencé à me traiter avec un respect et une compassion particuliers. Ils ne voyaient pas en moi une patronne ayant traversé un scandale familial, mais une femme forte qui avait osé se battre pour la vérité. Ce soutien silencieux m'a donné une force énorme. Ma tranquillité a cependant été de courte durée. Un soir, alors que j'allais quitter le bureau, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Allô, Anne Lefebvre à l'appareil. » À l'autre bout du fil, une voix de femme jeune, un peu timide, a répondu. « Allô, je parle bien à Anne ?» Ma poitrine s'est serrée. Catherine, le nom auquel j'essayais de ne pas penser. Pourquoi m'appelait-elle? Que veux-tu? Ai-je demandé d'une voix glaciale. Pourrions-nous nous voir? S'il vous plaît, je dois vous dire quelque chose de très important. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Sa voix était pleine de désespoir et de supplication. J'avais l'intention de refuser. Je ne voulais plus jamais la voir. Je ne voulais plus rien entendre de toute cette famille. Mais quelque chose dans sa voix m'a retenue. Ce n'était pas la voix d'une gagnante ou d'une tricheuse sans vergogne, mais de la peur pure. « D'accord, où et quand ?» ai-je répondu. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café tranquille à Saint-Germain-des-Prés. Catherine avait l'air complètement différente de l'image aguicheuse et confiante que j'avais d'elle. Elle portait un simple pull, n'avait pas de maquillage, et ses yeux étaient gonflés et rouges. Quand elle m'a vue, elle a baissé la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. « Pardonnez-moi » furent ses premiers mots, d'une voix tremblante. « Je sais qu'il est trop tard, mais je suis vraiment terriblement désolée. Je n'ai rien dit. » Je l'ai regardée en silence, attendant qu'elle continue. « Tout a été planifié par tante Élisabeth, » a-t-elle commencé. Elle est venue me voir et m'a dit que Daniel et vous n'étiez pas heureux, que vous finiriez par divorcer de toute façon. Elle m'a promis que si je l'aidais, elle s'occuperait de tout. Elle ferait en sorte que Daniel m'épouse. Donc, l'histoire de la grossesse était aussi un mensonge? Ai-je coupé? Catherine a hoché la tête, et les larmes ont commencé à couler sur son visage. Oui, c'était un mensonge complet.
C'est elle qui l'a inventé. Elle a dit qu'avec un tel choc, vous n'auriez pas d'autre choix que de partir. Elle m'a même donné une sorte de substance. Elle a dit que je devais trouver un moyen de la mélanger dans la nourriture de Daniel, pour qu'il perde le contrôle, pour que tout ait l'air réel. Mais je ne l'ai pas fait, je le jure. Je n'aurais pas pu faire une chose aussi horrible. J'étais abasourdie par ces paroles. Je savais que ma belle-mère était cruelle et rusée, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle était capable d'une telle horreur. Non seulement elle voulait détruire ma réputation, mais elle était même prête à piéger son propre fils et à détruire sa vie, juste pour satisfaire son désir égoïste de pouvoir. « Pourquoi ne me dis-tu ça que maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que j'ai peur, » a dit Catherine d'une voix tremblante. Ce soir-là, tante Élisabeth m'a appelée, m'a crié dessus, m'a menacée. Elle a dit que j'avais tout gâché. Elle a dit qu'elle ne me laisserait pas tranquille. J'ai vraiment une peur bleue. Elle ne recule devant rien. Je veux juste vous dire toute la vérité dans l'espoir que vous pourrez me protéger. Elle s'est mise à pleurer bruyamment, l'air pitoyable. J'étais assise là, à regarder la femme en face de moi. Mes sentiments étaient confus. Devais-je la croire? Ou était-ce juste un autre acte d'une pièce de théâtre mise en scène par ma belle-mère? Mais en regardant les yeux larmoyants de Catherine, j'ai réalisé que cette fois, elle disait peu, être la vérité. On peut jouer la comédie, mais une peur aussi brute, animale, ne peut pas être feinte. J'ai pris une profonde inspiration. Ma haine envers elle s'est lentement dissipée. Après tout, elle n'était qu'une marionnette entre les mains de ma belle-mère. Une victime de la cupidité et de l'égoïsme. « D'accord, arrête de pleurer, » ai-je dit d'une voix un peu plus douce. « As-tu des preuves de ce que tu viens de dire? Des messages? Des enregistrements vocaux? N'importe quoi ?» Catherine a hoché la tête à la hâte, a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et m'a montré son historique WhatsApp avec Élisabeth. Il y avait les promesses, les ordres et les menaces après l'échec du plan. Tout était clair et irréfutable. J'ai silencieusement photographié l'historique de la conversation avec mon propre téléphone. « Merci, » ai-je dit. « C'est très important. Fais attention à toi. Trouve un endroit sûr où elle ne pourra pas te trouver. » « Oui, je comprends. Vous n'êtes plus en colère contre moi ?» Catherine m'a regardée avec espoir. Je ne savais pas quoi répondre. « En colère? Oui. La haïr? Non. Je ressentais juste une fatigue et une déception infinie. « Maintenant, va-t'en, » ai-je dit. « Et pour ce qui est de nous, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » La rencontre avec Catherine m'a laissé avec des sentiments complexes. La vérité sur le complot de ma belle-mère était encore plus cruelle et dégoûtante que ce que j'avais pu imaginer. Non seulement elle voulait me chasser de la maison, mais elle était prête à utiliser les méthodes les plus sales. Elle a même sacrifié le bonheur et l'honneur de son propre fils, tout pour satisfaire son désir de contrôle. Le cœur lourd, je suis rentrée à mon appartement. J'étais assise dans le noir, et les messages d'Élisabeth à Catherine se rejouaient en boucle dans ma tête. « Une fois que tu seras enceinte, je m'occuperai du reste. Ne sois pas si timide, ma petite. Quel homme peut résister à la tentation? Sois un peu plus audacieuse. Je suis derrière toi. À cause de toi, idiote stupide, tout est fichu. Fais attention, ne dis rien à personne, sinon, il y aura des problèmes. » Chaque mot respirait la malveillance et le calcul, ce qui était effrayant. J'avais toujours pensé que, peu importe à quel point elle me haïssait ou me méprisait, elle aimait au moins son fils. Mais je me trompais. À ses yeux, Daniel n'était qu'un outil, une marionnette pour exécuter ses plans. Son bonheur ne l'intéressait pas. La seule chose qui l'intéressait était une belle-fille obéissante et contrôlable, un héritier pour la lignée familiale, et surtout, le contrôle de toute la richesse que j'avais bâtie. Une vague de dégoût m'est montée à la gorge. Je ne pouvais pas croire que j'avais vécu sous le même toit qu'une telle personne pendant 7 ans et que je l'avais appelée belle-maman. J'ai sorti mon téléphone. J'avais l'intention d'envoyer ces preuves à Daniel immédiatement. Je voulais qu'il voie le vrai visage de sa mère, qu'il avait toujours adoré et à qui il avait aveuglément obéi. Je voulais lui faire du mal, je voulais qu'il montre encore plus de remords. Mais je me suis arrêtée. Que se passerait-il si je les lui envoyais maintenant? Me croirait-il, ou avec son caractère faible, penserait-il à nouveau que j'essayais de semer la zizanie entre lui et sa mère? Il choisirait probablement à nouveau sa mère, ou pire, il me supplierait de me taire pour la paix de la famille. Non, je ne ferais rien d'inutile. Cette preuve n'était pas pour Daniel. C'était mon arme ultime, que j'utiliserais au moment le plus critique. J'ai appelé mon avocat, je lui ai tout raconté et je lui ai envoyé les nouvelles preuves. Lui aussi, après les avoir examinées, n'a pas pu cacher sa surprise. « Mon Dieu, Madame Lefebvre,
Ce n'est plus seulement une dispute de famille. Les actions de Madame Dubois montrent des signes d'incitation à des actes illégaux et de diffamation. Nous pouvons la poursuivre en justice. Je sais, ai-je répondu calmement, mais pas maintenant. Nous attendons. Je veux voir ce dont ils sont encore capables. Les jours suivants, j'ai repris ma vie. J'essayais de ne pas laisser ces événements affecter mon travail et mon humeur. J'allais toujours au bureau tous les jours. Je dirigeais des projets, et j'avais l'air d'une directrice forte et déterminée. Seule Charlotte et mon avocat savaient quelle tempête faisait rage dans mon âme. Une semaine plus tard, un matin, alors que j'étais en réunion avec des partenaires, mon téléphone a vibré sans arrêt. C'était le numéro de Charlotte. Mon intuition m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis excusée à la hâte et je suis sortie dans le couloir pour répondre. « Anne, viens à l'hôpital tout de suite. » La voix de Charlotte tremblait de panique. « Maman s'est évanouie. Elle est en soins intensifs. » Mon cœur battait à tout rompre. Malgré toute la haine que j'avais pour ce qu'elle avait fait, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter en apprenant que quelque chose lui était arrivé. « Comment ça? Elle s'est évanouie. Que s'est-il passé? » Je ne sais pas exactement. Papa a dit que ce matin, des individus douteux sont venus à la porte. Ils ont dit qu'ils étaient des agents de recouvrement, ils ont fait une scène énorme. Ils ont dit que Daniel avait emprunté une somme énorme pour un investissement commercial, mais que celui-ci avait fait faillite et qu'il ne pouvait plus payer. Quand maman a entendu ça, elle n'a pas supporté le choc et s'est effondrée. Dette. Daniel avait emprunté de l'argent à des prêteurs illégaux. Que s'était-il passé au juste? Où est Daniel? Pourquoi a-t-il laissé ces gens venir à la maison? Ai-je demandé. Je ne sais pas où il est. Je l'appelle depuis ce matin, mais il ne répond pas. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Papa et moi sommes là, a dit Charlotte en raccrochant à la hâte. J'étais clouée sur place dans le couloir. Ma tête tournait. Un problème après l'autre. Quel terrible secret mon mari cachait-il encore? J'ai rapidement annulé la réunion, je suis sortie en courant du bureau et j'ai pris un taxi pour l'hôpital. Aux soins intensifs, Elisabeth était allongée sur un lit. Son visage était livide, elle était sous perfusion. À côté d'elle, Étienne et Charlotte se tenaient, le visage inquiet. Quand Étienne m'a vue, il a soupiré profondément. « Anne, tu es là. »« Papa, comment va maman? »« Que disent les médecins ?» ai-je demandé. Les médecins disent qu'elle a subi un choc psychologique grave, ce qui a entraîné une hypertension artérielle dangereusement élevée. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Mais elle doit rester sous observation, a dit Étienne, fatigué. Et cette dette, papa, c'est celle de Daniel? J'étais complètement confuse. Étienne a secoué la tête. Je ne savais rien. Il n'a jamais rien dit de ses affaires. J'essaie de l'appeler aussi, mais je ne peux pas le joindre. Ce salaud. Il met le désordre et se cache. À ce moment-là, un médecin est sorti des soins intensifs. La famille de la patiente? Oui, c'est nous, a répondu rapidement Étienne. Le médecin nous a regardés sérieusement. La patiente est pour l'instant hors de danger, mais son état est encore fragile. Le plus important maintenant est son état mental. Nous avons diagnostiqué chez elle des symptômes de dépression sévère. La famille doit être très prudente. Éviter tout nouveau choc ou stress extrême. Nous étions tous abasourdis. Donc, derrière le masque d'une femme despotique et cynique, se cachait une personne luttant contre ses propres problèmes mentaux. Être que toutes les intrigues qu'elle avait tissées étaient en partie la conséquence de cette maladie psychique. J'ai regardé la femme allongée, immobile, sur le lit, et une étrange émotion a surgi dans mon âme. La haine semblait avoir disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. La nouvelle de l'hospitalisation de ma belle-mère et de la disparition de Daniel, avec une dette colossale, s'est rapidement répandue dans la famille. La dépression d'Elisabeth est devenue la bombe à retardement, qui a révélé toutes les blessures cachées et les tensions invisibles qu'elle ressentait. Aucun d'entre nous, même Étienne, ne l'avait remarqué. Toute la famille s'est rassemblée à l'hôpital, mais ils ne sont pas venus par inquiétude pour leur mère, mais par peur. Ils craignaient que la dette de Daniel ne les affecte également. Ils craignaient que leur famille, qui avait toujours semblé si riche et respectable, ne s'effondre. Ils se tenaient autour du lit. Certains pleuraient, d'autres faisaient des reproches. Mon Dieu, comment Daniel a-t-il pu être aussi stupide? Que ferons-nous si les créanciers viennent chez nous? Comment regarderons-nous les voisins en face? Personne n'a demandé comment allait Elisabeth. La seule chose qui les préoccupait, c'était eux-mêmes et leur réputation. Je me tenais dans un coin de la pièce, observant en silence. Cette scène me semblait complètement surréaliste.
Une famille dans laquelle il n'y avait pas la moindre trace d'amour véritable. Étienne, après le premier choc, a retrouvé le calme d'un père de famille et a mis fin aux pleurs insensés. « Taisez-vous tous !» a-t-il grondé. « Ce n'est pas le moment de se plaindre. Votre mère est allongée ici. Le plus important maintenant est de retrouver Daniel et de découvrir ce qui s'est réellement passé. Et cette dette, si elle est réelle, nous la résoudrons ensemble. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir la risée de tous. » Ces mots ont fait taire tout le monde. Mais je savais que ce n'était qu'un silence temporaire. Résoudre ensemble ? Qui allait résoudre ? Je savais que ce fardeau finirait par retomber sur mes épaules, car dans toute cette famille, j'étais la seule à avoir une force financière suffisante. Je n'ai rien dit. Je suis sortie silencieusement et je les ai laissés avec leur salade. Je savais que je n'appartenais plus ici. Je suis sortie dans le couloir, j'ai trouvé une chaise vide, et je me suis assise. J'ai sorti mon téléphone, j'avais l'intention d'appeler mon avocat pour lui demander quoi faire dans cette situation. Mais j'ai changé d'avis. Je voulais voir jusqu'où mon parfait mari allait encore fuir ses responsabilités. 2 jours se sont écoulés. Daniel était toujours introuvable. Son téléphone était éteint. Personne ne pouvait le contacter. Chaque jour, les créanciers appelaient et envoyaient des menaces. Non seulement à Étienne, mais à tous ses frères et sœurs. L'ambiance dans la famille était extrêmement tendue et pleine de peur. Pendant ce temps, Élisabeth avait repris conscience, et quand elle a entendu ce que son fils avait fait, elle a de nouveau perdu tout espoir. Elle ne disait rien, elle restait allongée sur le lit, fixant le plafond. Elle avait l'air misérable. Malgré les mauvais traitements que j'avais subis de sa part, je ne pouvais m'empêcher de la plaindre en la voyant ainsi. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner dans la cuisine de mon appartement, quelqu'un a sonné. J'ai regardé l'écran de l'interphone. C'était Daniel. Il avait l'air encore pire que lors de notre dernière rencontre. Mal rasé, vêtements froissés, yeux cernés, plein de fatigue et de pur désespoir. J'ai hésité. Je ne savais pas si je devais ouvrir la porte, mais j'ai décidé de lui faire face. Pour la dernière fois, j'ai ouvert la porte. Il m'a regardé avec ses yeux rouges. « Anne. » Il a voulu dire quelque chose, mais s'est tu. « Entre, » ai-je dit calmement. Il est entré en silence et s'est effondré sur le canapé. Il a enfoui sa tête dans ses mains. Je n'ai pas posé de questions, je me suis juste assise en face de lui et j'ai attendu. Après un long moment, il a relevé la tête. « J'ai perdu, Anne. J'ai tout perdu, » a-t-il dit d'une voix rauque, et il a commencé son histoire. Il a raconté qu'il avait investi toutes ses économies et, en plus, emprunté de l'argent à des usuriers pour investir dans un projet immobilier qu'un ami lui avait recommandé. Il espérait que le projet serait un succès. Il voulait faire fortune pour pouvoir se tenir fièrement à mes côtés et ne plus avoir à vivre de mon argent. Mais le projet était une arnaque. Son ami s'est enfui avec l'argent. Il a tout perdu et s'est retrouvé avec des dettes colossales envers la pègre. Il n'osait pas rentrer chez lui, il n'osait pas faire face à sa famille, il n'osait pas me faire face. Il s'était caché toute la journée, vivant dans la peur et le désespoir. « Je sais, je n'ai pas le droit de te faire face, » a-t-il dit. Des larmes coulaient sur son visage fatigué. « Je t'ai trompé, je t'ai fait du mal. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour te supplier de revenir vers moi. Je veux juste te donner ça. » Avec des mains tremblantes, il a sorti un papier signé de la poche intérieure de sa veste. C'était une demande de divorce. « J'accepte toutes tes conditions. La villa, le patrimoine, tout est à toi. Je n'ai besoin de rien. Je ne demande qu'une chose. Prends soin de mes parents. Ils sont âgés. Ils ne sont pour rien dans tout ça. » J'ai regardé la demande de divorce sur la table basse en verre, puis j'ai regardé l'homme en face de moi. Un instant, j'ai failli m'attendrir. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout ce que lui et sa famille m'avaient fait. Ces dernières excuses, ce remords. Était-ce réel, ou était-ce juste un autre spectacle? La dernière scène pour susciter ma pitié. La demande de divorce était là, sur la table. Les lignes de texte et la signature de Daniel semblaient me poignarder l'esprit. J'attendais ce jour, je m'y étais préparée, mais maintenant qu'il était arrivé, je ne ressentais pas le soulagement que j'attendais. J'ai regardé Daniel, qui était assis en face de moi. Sur son visage, il n'y avait plus de calcul ou d'hypocrisie, seulement de la fatigue et un homme complètement brisé. « Prends soin de tes parents », ai-je répété ces mots avec un sourire amer. Pourquoi le ferais-je? Est-ce que tes parents m'ont jamais considéré comme leur fille? Ou ont-ils juste vu en moi un outil? Une poule aux œufs d'or à exploiter? Daniel a baissé la tête et n'a pas pu répondre. « Je sais,
Je sais. Ils ont eu tort, a-t-il chuchoté, mais ils sont aussi victimes de leur propre cupidité et de leur orgueil. Maman est gravement malade et papa est âgé. Moi, je n'ai pas le courage de rentrer à la maison. Je ne peux compter que sur toi. Compter sur moi? J'ai ri d'un rire plein d'amertume et de colère. Tu es drôle, Daniel. Quand tu avais encore tout, comment ta famille m'a-t-elle traité? Ils m'ont méprisé. Ils ont comploté pour me faire du mal, pour tout me prendre. Et maintenant que tu as tout perdu, que ta famille est au bord du gouffre, tu viens ici musique, me prêcher la morale et implorer ma pitié. Pour qui me prends-tu? Une sainte ou une idiote sans estime de soi? Chaque mot que je prononçais était comme un couteau dans son cœur. Il était assis, immobile, le visage livide. Il ne pouvait pas sortir un mot. Je ne t'aiderai pas. Et je n'aiderai pas ta famille, ai-je dit sévèrement d'une voix glaciale. C'est le prix que vous devez payer pour vos actions. Tu dis que tu as des dettes. C'est ton problème. Tu dis que ta mère est malade. Elle a d'autres enfants qui peuvent prendre soin d'elle. Je n'ai plus aucune obligation envers vous. Je comprends, a chuchoté Daniel en se levant, titubant comme un homme ivre. Alors signe, signe. Libérons-nous l'un de l'autre. Il a désigné la demande de divorce. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas, mais juste au moment où j'allais signer, je me suis arrêtée. Une idée a traversé mon esprit. Non, je ne pouvais pas clore ça si simplement. Si je signais, je serais libre. Et eux, ils ne paieraient qu'avec de l'argent et de la réputation. Mais les blessures dans mon âme, la douleur qu'ils avaient causée, rien ne pouvait les compenser. Je voulais qu'ils ressentent. Je voulais qu'ils comprennent ce que c'est que d'être contrôlé, d'être acculé, exactement comme ils l'avaient fait avec moi. J'ai posé le stylo. Je ne signe pas, ai-je dit. Daniel était stupéfait. Pourquoi? Tu veux divorcer, non? Oui, je veux divorcer. Mais pas maintenant et pas comme ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux avec un regard qu'il n'avait jamais vu en moi. Un regard froid, vif et puissant. À partir de maintenant, tout se passe selon mes règles. Tu veux divorcer? D'accord, mais d'abord tu feras quelque chose pour moi. Quoi? A demandé Daniel, incrédule. Rentre chez toi et dis-le à tes parents. Dis-le à toute ta famille que j'accepte d'aider à régler les dettes, et je dis avec un sourire mystérieux. Daniel était complètement confus. Sérieusement? Tu es sérieuse? Tu veux aider? Oui, ai-je hoché la tête. Mais j'ai une condition. Chaque membre de ta famille, de tes parents à tous tes frères et sœurs, doit venir ici. Ils doivent venir ici en personne, s'incliner devant moi, me demander pardon et implorer mon aide. S'ils le font, j'y réfléchirai. Sinon, oublie ce papier. Je ne le signerai jamais. Et alors tu resteras pour toujours mon mari légal sur le papier, et alors tu porteras jusqu'à la fin de tes jours l'étiquette du mari en faillite et endetté. Voyons si tu pourras alors commencer une nouvelle vie. Mes mots ont eu l'effet d'un seau d'eau glacée pour Daniel. Il m'a regardé. Son regard était plein de choc et de peur. Il a réalisé que l'agneau innocent que j'avais été autrefois s'était transformé en louve. Il ne contrôlait plus la situation. Maintenant, la décision était entièrement entre mes mains. Il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. « D'accord, je leur parlerai », a-t-il chuchoté, et il s'est retourné à la hâte pour partir, comme s'il fuyait mon nouveau moi. La porte s'est fermée. Je suis restée seule dans le grand salon. Je ne savais pas si j'avais bien agi, mais je savais que je ne pouvais pas les laisser s'en tirer si facilement. Je voulais qu'ils paient pour leur arrogance. Je voulais qu'ils s'inclinent devant la personne qu'ils avaient autrefois méprisée et regardée de haut. Le spectacle n'était pas encore terminé. Un nouvel acte venait de commencer. Un acte dont j'étais la metteuse en scène. Le scénario que j'avais imaginé s'est réalisé plus vite que je ne l'attendais. À peine 2 jours plus tard, dans l'après-midi, quelqu'un a sonné à mon appartement. Sur l'écran de l'interphone, j'ai vu une scène que je n'oublierai probablement jamais de ma vie. Toute la famille de mon mari se tenait devant ma porte. Étienne, Élisabeth, les 2 autres frères avec leurs femmes, la plus jeune sœur et Daniel lui-même étaient là. Toute leur fierté et leur arrogance habituelle avaient disparu. Sur leurs visages, on lisait la honte, l'humiliation et même la peur. Je les ai délibérément fait attendre un peu, pour qu'ils sentent ce que c'est que d'attendre dans un espoir désespéré. Puis, j'ai lentement ouvert la porte. « Je peux vous aider » ai-je demandé avec une indifférence feinte, bien qu'à l'intérieur, la tempête faisait rage. Le premier à parler fut Étienne. Il s'est avancé et s'est incliné. « Anne, nous sommes venus te demander pardon. » Puis, un par un, d'Élisabeth, qui m'avait autrefois considérée comme une ennemie,
Aux frères et à leurs femmes, qui avaient toujours été d'accord avec elle, tout le monde s'est incliné et a prononcé des mots d'excuses. Les mots sortaient difficilement et sonnaient gênés, mais c'étaient des excuses sincères, car ils savaient que j'étais maintenant leur seul espoir. Je n'ai rien dit. Je suis restée là à les regarder. Je voulais qu'ils se souviennent de ce moment, le moment où ils ont dû s'humilier devant la personne qu'ils avaient autrefois regardée de haut. Finalement, j'ai parlé. D'accord, entrez. Je me suis retournée et je suis allée dans le salon. Ils ont suivi en silence, comme un groupe de condamnés attendant leur verdict. Je les ai invités à s'asseoir sur le grand canapé, tandis que je m'asseyais dans le fauteuil en face d'eux, prenant la position de la maîtresse de maison, celle qui décide. Tu as promis. Tu as promis d'aider notre famille, a brisé le silence Daniel le premier. Sa voix était pleine d'espoir. Oui, j'ai promis, ai-je répondu, et je tiendrai ma parole. Je paierai tes dettes. Un soupir de soulagement collectif a parcouru la pièce, mais j'ai levé la main, indiquant qu'il était trop tôt pour célébrer. Ma voix est devenue sévère. Mon aide n'est pas gratuite. J'ai des conditions. Quelles conditions, ma petite? Dis-le simplement, a dit rapidement Étienne. Tant que tu nous aides à surmonter cela, nous accepterons n'importe quoi. Excellent. J'ai souri d'un sourire froid. Mes conditions sont très simples. Premièrement, la villa de Neuilly-sur-Seine reste la mienne, ma propriété, et ce n'est pas négociable. Deuxièmement, tous nos autres biens communs avec Daniel, y compris les voitures, les portefeuilles d'actions et les comptes d'épargne, seront utilisés pour régler ses dettes. S'il reste quelque chose après, je n'en prendrai pas un centime. Considérez cela comme une compensation pour mon préjudice moral. Troisièmement, et c'est le plus important, je me suis arrêtée et j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Dès que tout sera réglé, Daniel et moi divorcerons. Et à partir de ce moment, il n'y a plus aucune relation entre moi et votre famille. Vous n'avez plus le droit de me harceler. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Mes conditions ont eu l'effet d'un coup de marteau. Ils étaient stupéfaits. Ils pensaient que je demanderais de l'argent, que nous partagerions les biens. Mais non, je voulais une rupture complète, absolue. C'était plus douloureux que de perdre de l'argent. C'était l'humiliation finale, la négation complète de leur existence dans ma vie. Anne, a commencé Daniel, mais je l'ai interrompu. Ce sont mes conditions. Oui ou non? Si vous êtes d'accord, je virerai l'argent demain et je paierai ces usuriers. Sinon, quittez mon appartement immédiatement et vous pouvez oublier la demande de divorce. Je ne la signerai jamais et vous vous débrouillerez seul avec les créanciers. Je les ai mis dans une situation où ils n'avaient pas le choix. D'un côté, ma liberté et leur chute complète. De l'autre, un espoir temporaire et une bouée de sauvetage financière, mais la certitude qu'ils perdraient tout ce qu'ils avaient cru leur appartenir. Ils se sont regardés. Leur regard était plein de désespoir douloureux. Finalement, c'est Étienne qui a décidé. « D'accord, nous acceptons », a-t-il dit avec amertume. Le lendemain, j'ai tenu ma parole. J'ai liquidé une partie importante de nos comptes et biens communs pour régler entièrement la dette de Daniel envers la pègre. Quand tout a été réglé, leur famille a été sauvée de la faillite publique, mais ils ont perdu quelque chose de bien plus important, leur honneur et leur dignité. Comme convenu, Daniel et moi avons officiellement divorcé un mois plus tard. Ce jour-là, au tribunal de Paris, nous n'étions que tous les deux. Ni famille ni amis. La procédure a été rapide et silencieuse. Avec les papiers du divorce en main, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, mais une étrange et profonde paix. J'étais libre. En quittant le palais de justice, Daniel m'attendait à l'entrée. « Merci », a-t-il dit d'une voix rauque, « et je suis désolée. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête et je suis partie. Je n'ai plus jamais regardé en arrière. Le passé était derrière moi. Un avenir, une vie entièrement nouvelle m'attendait. Chers amis, après un long et épineux chemin, l'histoire de notre héroïne, Anne, a connu une fin quelque peu inattendue. Elle n'a pas choisi une confrontation bruyante et vengeresse, mais une manière beaucoup plus subtile et intelligente, qui a forcé ceux qui l'avaient blessée à faire eux-mêmes l'expérience de l'humiliation et à expier leurs fautes. Cette histoire nous enseigne de nombreuses leçons précieuses sur l'estime de soi, le pouvoir de l'indépendance et le vrai sens du pardon. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour que nous puissions continuer à partager des histoires profondes et significatives. Votre soutien est notre plus grande motivation pour répandre la positivité dans le monde. Ma vie après le divorce était étonnamment calme. Plus de fausses réunions de famille, plus de piques méchantes, pas de pression ni de besoin de plaire à qui que ce soit. J'ai consacré la plupart de mon temps à moi-même
et à la restructuration de mon entreprise. J'ai vendu la villa de Neuilly-sur-Seine, qui portait trop de mauvais souvenirs. À la place, j'ai acheté un appartement penthouse plus petit, mais magnifique et confortable à Paris, avec un jardin sur le toit ensoleillé et rempli d'air frais. C'était maintenant ma vraie maison. J'ai décidé de ne plus diriger directement mon entreprise non plus. J'ai confié la gestion quotidienne à une équipe de professionnels en qui j'avais entièrement confiance, tout en restant conseillère et actionnaire principale. Je voulais une vie plus facile, plus libre. J'ai commencé à voyager dans des endroits dont j'avais toujours rêvé, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai appris de nouvelles compétences. J'ai pris des leçons de piano. J'ai commencé à peindre et à faire de l'art floral. J'ai retrouvé la joie dans les choses les plus simples. Parfois, des nouvelles de la famille de Daniel me parvenaient par des connaissances communes. Bien que j'aie payé leurs dettes et qu'ils n'aient pas fait faillite, le prix qu'ils ont payé était bien plus élevé. Ils ont complètement perdu leur réputation dans les milieux d'affaires. Personne ne voulait plus faire affaire avec une famille entourée de tels scandales. Leurs entreprises se sont quand même effondrées. Daniel, après le divorce, a essayé de recommencer, mais l'ombre de son passé était trop grande. Il n'a plus trouvé de travail décent, et aucune femme avec un peu d'estime de soi ne voulait plus avoir affaire à lui. Il menait une vie recluse et solitaire. Sa mère, Elisabeth, après le choc énorme, a décliné de plus en plus, physiquement et mentalement. Elle a cessé son comportement manipulateur, cynique et tyrannique. Elle est devenue silencieuse et complètement repliée sur elle-même. Être que dans la dernière phase de sa vie, elle a enfin reconnu ses erreurs. J'ai écouté ses nouvelles sans aucune émotion. Tout mon ressentiment a pris fin le jour où je suis sortie du tribunal. Qu'il vive une bonne ou une misérable vie, ce n'était plus mon problème. Un soir, alors que je lisais dans mon jardin sur le toit, mon téléphone a sonné. C'était Charlotte. « Anne, tu es libre? Je peux passer ?» Sa voix sonnait aussi joyeuse qu'avant. « Bien sûr, musique, viens, » et je souris. Peu de temps après, Charlotte est arrivée. Elle a apporté un panier de fruits frais et un sourire radieux. Elle avait l'air plus mature et encore plus belle. « Ouah, tu as rajeuni de 10 ans, » a-t-elle plaisanté. « Appelle-moi juste Anne, je ne suis plus ta belle-sœur. » Et je ris en retour. Nous nous sommes assises, avons bu du thé et avons parlé de tout. Charlotte m'a dit qu'après tout ce qui s'était passé, elle avait décidé de déménager seule à Lyon. Elle ne supportait plus de rester dans une famille aussi oppressante et manipulatrice. Elle a commencé à construire sa propre carrière et avait déjà connu ses premiers succès. « J'ai tellement appris de toi, » a-t-elle dit avec une sincérité pure dans les yeux. « Tu m'as appris qu'une femme doit toujours s'aimer et connaître sa propre valeur, et je t'en suis terriblement reconnaissante. Si tu ne m'avais pas prévenue ce jour-là, je n'aurais être pas tout ce que j'ai maintenant, » ai-je répondu. Nous nous sommes regardés et avons souri. Entre nous, ce n'était plus la relation de belle-sœur, mais une véritable amitié solide, comme entre deux sœurs. Avant de partir, Charlotte m'a donné une enveloppe. « Ma fête de fiançailles est la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup que tu viennes. » « Bien sûr que j'irai, » ai-je dit en prenant l'invitation. « Je serai là, c'est sûr. » En regardant Charlotte sortir, une chaleur a envahi mon cœur. Finalement, non seulement je m'étais retrouvée, mais j'avais aussi gagné une sœur formidable. La vie peut parfois être très surprenante. Elle vous prend quelque chose, mais vous donne quelque chose de bien plus précieux en retour. J'ai repris mon livre. La douce brise du soir apportait le parfum des fleurs de mon jardin sur le toit. J'ai fermé les yeux et j'ai savouré ce silence précieux. Le passé était une leçon, le présent un cadeau, et l'avenir. Je savais que ce serait un voyage plein d'espoir. Un voyage que j'écrirais moi-même, sans dépendre de personne. J'étais vraiment née de nouveau. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin d'une longue histoire. Une histoire qui vous a probablement irrité, et peut être même fait verser des larmes de compassion. Le parcours d'Anne, d'une épouse et belle-fille obéissante et souffrante à une femme forte et maîtresse de son propre destin, n'est pas seulement une histoire captivante. Pour moi, c'est une réflexion profonde sur la vie et sur les recoins sombres des relations familiales où nous nous laissons parfois sombrer au nom du sacrifice. La leçon la plus grande et la plus douloureuse que cette histoire nous enseigne est probablement la leçon des limites de la gentillesse et du silence. Pendant des années, Anne a vécu dans un sacrifice silencieux, croyant que si elle donnait assez et était tolérante pour le bien de la paix, son dévouement serait un jour apprécié. C'est une façon de penser très courante, en particulier chez les femmes qui ont été éduquées au sacrifice depuis l'enfance, avec l'idée qu'une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne dispute. Mais l'histoire d'Anne nous montre que la patience sans limite
est le terrain le plus fertile pour l'égoïsme et la cupidité des autres. Quand votre générosité est considérée comme acquise, quand votre silence est pris pour de la faiblesse, alors votre gentillesse perd sa valeur. Ce n'est plus une vertu, mais un outil d'exploitation. Ne laissez jamais personne, même ceux qui vous sont les plus proches, transformer votre gentillesse en un devoir qui ne mérite aucun respect. Une autre leçon profonde est l'importance d'écouter votre intuition et de remarquer les signes avant-coureurs. Le mariage d'Anne ne s'est pas effondré en un jour. Les fissures étaient visibles depuis longtemps. Dans les reproches déraisonnables de sa belle-mère, dans le fait que son mari prenait le parti de sa mère au lieu de protéger sa femme, et dans les mouvements d'argent inexplicables. Mais par amour, par confiance et par désir de maintenir la famille unie, Anne a choisi de les ignorer, de les rationaliser, de se mentir à elle-même que tout irait bien. La vie nous envoie toujours des signes, des avertissements silencieux. Cela peut être un mot irrespectueux, un acte sans cœur, ou simplement un sentiment de malaise inexplicable. Ne les ignorez jamais. Apprenez à faire confiance à votre intuition, car c'est la voix intérieure la plus profonde qui vous protège de la douleur. L'indépendance, en particulier l'indépendance financière, est l'armure la plus solide pour une femme. Anne a pu se relever et riposter durement parce qu'elle avait sa propre carrière et sa liberté économique. Imaginons qu'elle ait été une simple femme au foyer, complètement dépendante de son mari. Aurait-elle eu le courage d'échanger les verres, d'engager un avocat et de commencer une nouvelle vie? Probablement pas. Il est nécessaire d'investir dans un mariage, mais perdre sa propre indépendance est une erreur fatale. Qui que vous soyez, et peu importe à quel point vous aimez votre mari et vos enfants, n'abandonnez jamais votre travail, ne refusez jamais l'opportunité de gagner votre propre argent et de décider de votre propre destin. Car quand la tempête arrivera, c'est la seule bouée de sauvetage sur laquelle vous pourrez vraiment compter. Et peut être la leçon la plus humaine que nous puissions tous apprendre, est la leçon du pouvoir de la transformation et de la possibilité de recommencer. Quand Anne a été acculée, elle n'a pas abandonné et n'a pas cherché une vengeance aveugle et furieuse. Elle a utilisé la douleur comme carburant et la colère comme un plan stratégique réfléchi. Non seulement elle s'est rendue justice, mais elle a aussi forcé les coupables à faire face aux conséquences de leurs actes. On récolte ce que l'on sème. Ce n'était pas la joie de la vengeance, mais le fonctionnement inévitable de la loi du karma. Plus important encore, après sa victoire, Anne n'est pas restée coincée dans le passé. Elle a décidé d'aller de l'avant, de se retrouver et de vivre une vie plus significative. Cela nous montre que, quelle que soit la profondeur des blessures que vous avez subies ou l'obscurité du passé, vous avez toujours le choix d'opter pour un avenir radieux. Une chute n'est parfois pas la fin, mais justement la chance de tout reconstruire plus fort et plus résistant. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de recommencer, car après chaque pluie, le soleil brille, et après chaque chute, nous devenons plus forts. Pour conclure, l'histoire que nous venons de vivre a été créée à des fins éducatives pour diffuser des idées positives et des expériences de vie importantes de la vie de famille. C'est un rappel que nous tous, en particulier les femmes, devons toujours nous aimer et nous apprécier. La patience est nécessaire, mais l'estime de soi est bien plus importante. Soyez un bon partenaire, mais soyez aussi une personne de caractère. Connaissez vos limites et sachez quand ouvrir la bouche. Votre vie est entre vos mains. Ne cédez ce droit à personne d'autre. En tant qu'auteur de cette histoire, j'ai sincèrement vécu chaque émotion avec l'héroïne. À chaque ligne écrite, j'ai réalisé que cette histoire n'est pas seulement le fruit de l'imagination, mais le résumé de nombreux témoignages et parcours de vie que j'ai entendus et vus dans la vie réelle. Personnellement, je pense que l'humilité d'Anne dans la première phase n'était pas un signe de faiblesse, mais l'expression de trop d'amour et d'espoir. Elle espérait que son dévouement ferait fondre la glace dans leur cœur. C'est une qualité noble, mais une faiblesse fatale dans un environnement toxique. Le moment où Anne a décidé d'échanger les verres n'est pas pour moi un acte de vengeance cruelle. C'est un cri silencieux, la forme ultime d'autodéfense d'une personne acculée. C'était le symbole du réveil, de la prise de conscience qu'il était temps d'arrêter de jouer le rôle de la victime et de devenir la metteuse en scène de sa propre vie. J'aime aussi beaucoup le rôle des alliés, comme la belle-sœur Charlotte ou même le beau-père silencieux. Cela montre que même dans l'environnement le plus sombre, il y a toujours des étincelles de bonté et de dignité. La question est de savoir si nous avons l'esprit assez clair pour les remarquer et le courage de les saisir. Tout au long de l'histoire, j'ai voulu mettre l'accent sur la transformation. De la femme dépendante émotionnellement à la femme libre et franche. Anne gagnait beaucoup d'argent, mais au début, cela ne lui apportait pas le bonheur. C'est même devenu l'outil de sa propre exploitation.
Ce n'est que lorsqu'elle a appris à utiliser sa force financière comme une arme pour se défendre qu'elle a vraiment trouvé sa valeur. C'est une leçon précieuse. À mon avis, la fin de l'histoire n'est pas seulement une victoire. C'est une libération. Une libération d'un mariage toxique. Une libération de personnes cupides. Et surtout, une libération des chaînes qu'elle s'était elle-même imposées. La rédemption qu'elle a trouvée après 7 ans n'a finalement pas été un retour, mais un lâcher-prise pour que son âme trouve la paix. Et c'est la plus grande victoire. Enfin, je crois qu'en chaque femme réside une force immense et cachée. Cette force peut être réprimée par les tâches ménagères, les attentes sociales ou leurs propres sacrifices silencieux. Mais quand un catalyseur assez fort arrive et qu'elles commencent à reconnaître leurs propres valeurs, cette force jaillit, capable de brûler toute injustice et d'éclairer le chemin vers le vrai bonheur. Si l'histoire d'Anne a touché un coin de votre cœur, si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie ou à la vie des femmes qui vous entourent, n'hésitez pas à montrer votre sympathie, cliquez sur le bouton J'aime pour envoyer un message de soutien à toutes les femmes qui se battent chaque jour. Partagez cette histoire, car c'est peu, être l'avertissement ou l'inspiration dont quelqu'un a grandement besoin en ce moment. Et surtout, nous sommes curieux de connaître vos pensées. Quelle leçon vous a le plus marqué dans l'histoire d'Anne? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Construisons ensemble une communauté où les histoires significatives sont écoutées, partagées et diffusées.